Arratsaldeon eta ongi etorri bankarat, eguzkiarekin dugu gaur, eta aipatuko dugu hemen mugikortasuna, eta lehen galdera, zueri nola etorri zirezte bankara? Etorri zirezte autoz? Bizikletaz? Autoz. Ni bezala, goiz guziz, jeki ondoan, askaldu, garbitu eta gogoetarik egin gabe, autoa hartu eta abiatu. Ez dugu pentsatzen, menturaz bestela egiten al genukela. Eta hau da arratsaldeuntako lema. Bienvenue à Banca. Je posais la première question à vous, cher public. Comment êtes-vous arrivé à Banca? En voiture? En voiture électrique? En vélo? J'en ai vu essayer des vélos électriques. Il paraît que c'est super. Ah, un cheval. Un cheval. Tu es arrivée, Nadine. Bravo. Donc, ça va être la thématique aujourd'hui à l'occasion de cette semaine des défis autour de la mobilité ou du challenge de la mobilité. C'est un moment important, un moment où la communauté d'agglomération réfléchit, continue à travailler pour la construction de notre maison institutionnelle. Nous remercions d'ailleurs les élus qui sont ici présents et nous leur donnerons très vite la parole. Mais auparavant, un petit mot d'accueil à Michel Osafrin, maire de Banca, sur ces terres. Ongi etorri. Egunon eta ongi etorri deneri bankarat. Plazera handia dugu errezibitzea gai uni buruz mintzatzeko eta gauza berriak entxeatzeko gure mendiko errietan ere. Bienvenue à tout le monde, bienvenue à tous. Merci beaucoup d'être venus à Banca pour dans ces terres, dans ces zones rurales de montagne où la mobilité aussi doit avoir toute sa place dans nos réflexions, nos façons de faire. On voit aujourd'hui, c'est la première fois qu'on organise cette réflexion avec le CPIE et AIBA, donc dans la vallée des Aldudes, cette vallée sur laquelle nous avons démarré une expérimentation concernant le covoiturage, un site de covoiturage, une animatrice aussi qui a été embauchée, Priscilla, pour sensibiliser la population, une navette qui a été mise en place dans un premier temps un petit peu de manière archaïque peut-être, mais en tout cas l'objectif de la navette c'était de la lancer pour permettre aussi d'utiliser des modes de transport collectif. Et je voudrais aussi remercier l'agglomération Pays Basque qui relaie maintenant la mise en place de cette navette, puisque depuis 2 mois elle a relayé l'association AIBA et les communes de la vallée. Et donc aujourd'hui, cette navette est en place de manière expérimentale. Voilà. Et normalement pour 3 mois, mais je pense qu'on va en reparler, ça va être reconduit pour un temps plus long. Voilà. Dans cette vallée, on expérimente ces modes de transport parce que voilà, il faut qu'on sensibilise les populations, y compris rurales. Je pense que les populations rurales aussi méritent d'avoir des services sur nos zones. Nous, c'est à nous maintenant de savoir prendre la balle au bon et d'utiliser tous ces services. Moi, le premier, j'ai pas de leçons à donner parce que j'ai beaucoup de progrès à faire. Je suis toujours avec ma voiture, seul. Mais c'est vraiment une conscience collective qu'il faut qu'on prenne. D'une part, c'est important socialement de voyager collectivement. Au niveau environnemental, on a d'énormes progrès à faire à bien des niveaux. Et le climat est là pour nous le rappeler. Et puis au niveau économique, en plus, c'est beaucoup plus intéressant. Et voilà, le chemin est long. On voit dans ces journées, bon, il y a un petit peu de monde. C'est une première journée en zone rurale. Ça va continuer l'an prochain, peut-être en Soule, peut-être en Amicoussé. Mais en tout cas, c'est une première étape qu'il faudra continuer à développer sur tout le territoire et continuer à sensibiliser nos populations. Voilà.
Mais cher Michel, tu as utilisé des mots importants et sur lesquels on va revenir lors de cette table ronde, sensibiliser la population rurale, urbaine aussi, bien sûr, faire les ponts entre les deux et valoriser les modes de transport alternatifs à la voiture individuelle. C'est vraiment le défi de ce challenge. Tu as dit aussi qu'ici, ça fait déjà quelques mois que vous êtes en réflexion et au travail. Et on vous propose de regarder une petite vidéo pour démarrer cette table ronde, un peu en image, voir qu'est-ce qui a été mis en place ici, dans la vallée des Aldudes. Alors, regarde cette petite vidéo. Le 22 septembre, c'est le challenge de la mobilité et avec l'association AIBA, nous avons choisi de participer à cette journée parce qu'on travaille effectivement sur la mobilité, le covoiturage, la mise en place d'une navette. Et vu qu'on avait commencé déjà à recueillir les informations sur les trajets que faisaient les personnes qui viennent travailler dans la vallée, on a choisi de participer à cette journée qui est une journée donc de mobilisation nationale. Et donc il y avait toute une communication qui était mise en tour et le slogan de la journée c'est « Un jour comme toujours, au travail j'y vais autrement ». Et l'idée c'est de être créatif, inventif dans les façons de se déplacer. Egiten dut noiztenka eta bidaia hori nahi bauzu, geltokitik eta Baigorrirat edo Aldudeat edo Urepeleat, me posible laike gehiago egitea. Jendek balakite badela taxi bat hola ibilki dena toki hortan eta interesgarria laike hori balitz jende multxo bat. On est parti du constat qu'il y a des vraies problématiques de mobilité des habitants mais aussi des biens sur les territoires de montagne. Voilà, on a une fragilité. Alors, quand on a un véhicule individuel, on s'en sort mais ça coûte très cher aussi. Donc il y a une problématique économique, une problématique de fait sociale, et puis aussi un peu écologique, même si évidemment ce n'est pas les vallées qui sont les plus productrices de gaz à effet de serre, mais quand même. Et on se dit, à partir de ce diagnostic, comment on peut aider les territoires, accompagner les territoires de montagne à travailler sur des solutions, et des solutions qui soient un petit peu alternatives à la fois à la voiture individuelle et aux solutions, je dirais, classiques qu'on trouve en milieu urbain. Goizetan eta aratsetan nauzo batekin bidea egiten dugu, nauzo hartzen dut beraz Zuzendaritzan etxean eta bidea egiten dugu Baigorriraino, Baigorrin uzten dut eta gero Alduderat banoa. Batzutan ere lankide batzu bat ditutenekin, beraz aprendiz bat noiztenka uartegarazin hartzen dut Alduderaino ere. Eta beste lankide bat ere banoen Baigorritik Alduderaino, bere ordutegia aldatua izan da, beraz ezin dugu gehiagoekin, baina noiztenka ere egiten aldugu ordutegia ongi delarik. Alors ce matin, comme tous les matins, je suis venu travailler, mais ce matin, c'est pas comme tous les matins puisque je suis venu travailler en vélo. Donc je suis parti de chez moi, j'habite à Las, à côté de Saint-Jean-Pied-de-Port, et je suis venu jusqu'aux Aldudes sur ma bicyclette. Le trajet routier de la côte à ici, il y a un calcul qui a été fait justement par l'association dont Priscilla travaille, qui est à peu près de 15 € par jour, si je me souviens bien. Ou 15 € par trajet, je me souviens plus, 15 € par trajet aller. Et en fait, le train plus le taxi, je ne sais pas combien coûterait le taxi, mais je pense qu'on serait peut-être inférieur à ce prix-là. Donc en termes de coût, même si c'est équivalent, en termes de fatigue, c'est beaucoup moins fatigant. Le fait d'avoir pris le train aussi à l'occasion de cette journée de la mobilité, ça m'a permis de rencontrer des gens qui viennent travailler dans la vallée, qui viennent depuis la côte comme moi et que je n'avais jamais eu l'occasion de rencontrer.
Gastuak murrizten ditu hainitz, elgarrekin bidea egiteak. Gainera niko auto elektrikoa badut, beraz, ene auto hartzen dugu, gastuak oraino gehiago murrizten ditugu, zatituz, eta kutsadurik ez dugu egiten. Eta laitasuna ekartzen du ere, bidea fitago pasatzen da, elgarrekin hitz eginez, jendeako bekio ezagutzen ditugu, goxoago da elgarrekin egitea. On a des difficultés à se renseigner sur leurs horaires, leurs trajets, mais l'idée c'est de pouvoir mettre en relation aussi les personnes qui quittent la vallée pour travailler le matin dans d'autres lieux, que ce soit à Saint-Jean-Pied-de-Port, que ce soit sur la côte, etc. Voilà quelques images, quelques témoignages, vous avez vu, qui datent de septembre 2016 autour du thème « Pour un jour ou comme toujours, au travail, j'y vais autrement ». Et c'est vrai que ça fait poser des questions. Comment est-ce qu'on se déplace au niveau du Pays Basque? Quel est l'état des lieux de la mobilité en Pays Basque? Alors je vais donner la parole à Romain Maté, qui est chargé de mission mobilité à l'agence d'urbanisme, pour nous faire un peu une présentation assez détaillée quand même de la mobilité en Pays Basque, avec quelques supports aussi. Et Gounon, merci. Je ne vais pas vous faire un cours de géographie ou un cours sur les mobilités, mais simplement vous apporter quelques éléments. Alors certes, vu d'une agence d'urbanisme, on n'est pas forcément dans l'opérationnel comme on a pu le voir avec la mise en œuvre effectivement des dispositifs comme la navette Kintu-Amugi, mais simplement vous proposer quelques lectures, aujourd'hui une lecture de carte sur qu'est-ce qui fait les mobilités sur le territoire du Pays Basque, avec un premier volet sur l'organisation du territoire. Donc on peut peut-être passer directement à la première slide. Aujourd'hui, il faut comprendre le territoire du Pays Basque pour comprendre aussi l'organisation des mobilités. Donc globalement, comme vous le savez tous, le Pays Basque est particulièrement aussi au cœur de l'aire urbaine de Bayonne. C'est un territoire qui prend de l'importance en termes de population, poids de population, la deuxième aire urbaine d'Aquitaine en termes d'équipement, en termes de population, et avec une organisation qui se fait entre un littoral, certes, qui recueille l'essentiel des emplois et l'essentiel des polarités des services, mais également l'équivalent de 9 pôles et 9 petites villes de l'intérieur du Pays Basque qui jouent aussi un rôle à l'échelle de leur bassin de vie et à l'échelle de leur bassin de déplacement. Donc il y a une activité qui se fait, il y a des besoins qui se font à l'échelle de ces différents bassins de déplacement, que ce soit sur Saint-Jean-Pied-de-Port, que ce soit sur Hasparren, sur Saint-Palais également. Donc on peut voir le Pays Basque à travers effectivement les besoins de mobilité sur l'agglomération et la conurbation littorale, mais c'est également des enjeux par rapport aux déplacements qui se font à l'intérieur du Pays Basque. En regardant simplement sur la carte suivante, on a une présentation finalement aujourd'hui de la demande de déplacement. La demande de déplacement, elle se fait... Alors vous avez deux grands types de flèches. Vous avez des flux qui se font effectivement vers la conurbation littorale, parce qu'effectivement c'est un pôle extrêmement générateur lié à l'importance et à la localisation des emplois. Mais vous avez également une part massive de déplacements locaux, contrairement à ce qu'on pourrait croire. 60% aujourd'hui des déplacements quotidiens, et notamment pour les habitants, se font au sein même des bassins de vie. Donc ce type de carte qui a été produite lors d'une grande enquête sur la mobilité des résidents en 2010, alors elle peut dater un peu, mais elle est toujours d'actualité, elle apporte quand même une photographie intéressante et représentative, ce qui montre bien que même si on a des flux et même s'il y a des problématiques de déplacement sur les pôles d'emploi, sur les services, sur le littoral, on a aussi des besoins et particulièrement des flux de mobilité à l'échelle de chacun de ces bassins de vie qu'on a pu nommer auparavant. Avec une autre particularité qu'on vit au quotidien, c'est que, alors comme d'autres territoires, le Pays Basque n'est pas unique en la matière, l'exclusivité, enfin la grande majorité des déplacements se font en voiture, une part moindre en matière de marche à pied, parce qu'on se rend compte aussi qu'on est sur des déplacements, notamment à l'échelle des pôles de mobilité, sur des courts déplacements. Et le paradoxe, c'est qu'aujourd'hui, dans ces fameux 60% de déplacements qui se font à l'échelle de ces bassins de vie,
à l'intérieur donc, des territoires. On est sur des longueurs relativement courtes sur ces déplacements. On fait en moyenne des déplacements de moins de 2,5 km. Et pourtant, on prend la voiture pour ce type de déplacement. Donc il y a un certain nombre de questions qui se posent. Est-ce qu'on ne peut pas avoir d'autres alternatives au regard de ce type de pratique et de ce type de flux? On va passer toujours dans ce jeu de lecture de cartes pour mieux comprendre cet état des lieux de la mobilité sur une cartographie maintenant de l'organisation des offres de transport. Donc, comment aujourd'hui les territoires, et particulièrement donc, le territoire donc alors les anciennes, on ne va pas rentrer dans les terminologies techniques, mais comment les autorités organisatrices de transport ont mis en œuvre des offres de transport. Globalement, le territoire est plutôt bien desservi dans la définition des lignes structurantes. On a l'équivalent de 10 lignes structurantes sur l'ensemble du Pays basque, en comptant 3 lignes ferroviaires, en comptant l'équivalent de 7 lignes interurbaines qui desservent et qui sont des ramifications depuis l'intérieur du Pays basque jusque sur le littoral. Et bien entendu, nous avons également un certain nombre de, on va les appeler de nouvelles mobilités émergentes, que ce soit sur les parkings de covoiturage, mais que ce soit aussi sur les initiatives prises, et c'est la première initiative qui a été prise sur le Pays basque. Il y en a peu sur le massif des Pyrénées, avec une navette qui soit aussi en capacité de jouer un rôle de desserte des territoires plus reculés ou beaucoup moins denses. C'est une des difficultés maintenant au regard de cette organisation des offres, ça va être justement de pouvoir adapter ou en tout cas optimiser ces différentes offres de transport, que ce soit avec le train, que ce soit avec les lignes de car, mais aussi de pouvoir initier des approches nouvelles sur d'autres solutions de mobilité qui ne sont pas exclusivement liées à des dessertes centrifuges ou centripètes du Pays basque intérieur vers le littoral. C'est aussi de pouvoir s'emparer d'un certain nombre de sujets pour trouver des solutions pour se déplacer localement, ce qui a son importance, que ce soit pour aller au lycée de Navarre à Saint-Jean-Pied-de-Port, au lycée agricole ou alors à Saint-Palais sur les établissements scolaires. Donc c'est tout un certain nombre de solutions qu'il faut pouvoir construire. Sur la présentation, donc, on va passer à la slide suivante. Simplement, et là j'en profiterai pour céder mon micro à Florence Lasserre qui est ici présente, donc députée En Marche qui participe aussi à un certain nombre de travaux gouvernementaux, juste pour rappeler que nos questions qu'on se pose aujourd'hui sur la mobilité locale, elles se posent aussi au plan national. Et je vous laisse dire un mot. Merci. Moi, vous m'aviez gentiment invité quand j'ai relu l'invitation l'autre jour avant de l'inscrire à mon agenda. J'ai vu qu'il y avait écrit député, donc je me suis dit, je vais peut-être y aller, même si je ne suis pas la députée de la circonscription. Pendant ma campagne électorale, j'avais dit que ce qui m'intéressait à faire comme sujet au plan national, c'était les transports. J'ai eu de la chance, j'ai pu intégrer cette commission au développement durable et transport, et j'ai pu participer aux travaux donc, des assises de la mobilité, comme vous le disiez. Ils ont démarré, ça a été lancé mardi après-midi, donc 15h au Palais Brognard, par le Premier ministre et la ministre des Transports, Elisabeth Borne. On entend, alors c'est ce qu'on a porté pendant la campagne, mais on en a peu parlé finalement, mais dès le mois de juillet, le président de la République avait dit qu'il fallait qu'on travaille pour organiser, pour améliorer, pour renforcer la mobilité du quotidien. Donc c'est un thème qui est extrêmement important, puisqu'on a bien entendu aussi qu'il manquait 10 milliards pour financer tout ce qui était programmé pour les 5 ans à venir. Donc d'un côté, on comprend bien qu'on n'ira pas vers de nouvelles infrastructures type LGV, etc. Il y a beaucoup de sujets comme le canal Rhin-Rhône qui est dans le nord de la France qui ne nous concerne pas. Un autre qui est un tunnel pour traverser vers l'Italie ou vers la Suisse, je ne sais plus trop. On a pu comprendre que ces deux projets-là resteront, mais qu'il n'y aurait pas d'autres projets de très grande ampleur en France pendant les 5 ans à venir. Donc ils ont tout de suite orienté les assises vers
vers cette mobilité du quotidien. Le Premier ministre, donc j'ai amené son discours, donc je ne vais pas vous le relire, mais je vais vous en parler. Il nous disait qu'il voyait 3 besoins en matière de mobilité, 3 besoins principaux autour desquels il faudrait qu'on travaille. Le premier besoin, c'était le temps. Alors ça ne nous concerne pas ici, parce qu'il parlait du temps qu'on passe dans les agglomérations ou dans les villes où il y a une forte concentration, le temps qu'on passe en déplacement. Ou dans les bouchons. Exactement. Ça peut être. Ah oui, oui. On peut en parler aussi ici. Hein. On peut en parler aussi. Le deuxième besoin, et celui-là, en l'entendant, je pensais vraiment à vous, c'était un besoin d'équité. Donc je le rappelle, mais 40% de la population réside dans un territoire sans transport collectif. Et dans ces zones, c'est la voiture ou c'est rien du tout. Il n'y a pas d'autre solution, il n'y a pas d'autre proposition et il n'y a pas d'autre alternative. Or, le budget de transport d'une personne qui vit en milieu rural est 20% plus élevé que celui d'une personne qui habite une ville de plus de 100 000 habitants. Donc cette notion d'équité est extrêmement importante. Au-delà, on voit bien que cela peut susciter comme un sentiment d'injustice ou d'abandon. On voit bien que tous les problèmes que ça peut créer en matière d'emploi, etc. Troisième besoin, c'était l'agilité. Et c'est là qu'on est venu vers les solutions vers lesquelles il faut aller, c'est-à-dire les solutions qu'on peut avoir quand on a des objets connectés. Alors moi, j'étais très contente d'entendre tout ça, sauf qu'ils ont juste oublié qu'on ne captait pas partout, qu'il n'y avait pas du réseau partout. C'était un peu la chose oubliée, mais comme aucun micro n'a circulé après, on n'a pas pu leur poser ces questions-là. Mais pendant son discours, il nous a expliqué comment ça allait se passer. Donc mardi, c'était le lancement. On a 3 mois pour réfléchir, pour travailler, donc jusqu'à mi-décembre. Ensuite, il y a un plan qui sortira et qui sera voté en début d'année, et qui sera le plan, alors je ne sais plus comment ils l'ont appelé, je ne retrouve plus, mais le plan qu'on va mettre en place ensuite pendant tout le quinquennat. Donc c'est maintenant qu'il faut qu'on se saisisse de ce sujet-là pour voir comment ici votre territoire va pouvoir s'inscrire dans ces assises. Ce territoire, de mon point de vue, ce territoire comme l'ensemble du territoire de l'agglomération. Ils nous ont bien expliqué que la méthode de travail ne sera pas d'aller visiter chaque chef-lieu de région ou chaque préfecture, mais qui s'attacherait au territoire et à la vie qu'il y a au-delà de toutes les choses organisées déjà aujourd'hui. Donc l'expérimentation menée ici sur la vallée des Aldudes et plus largement tout ce qui se passe, toute la réflexion au niveau de la communauté d'agglomération seront sûrement des projets importants pour la réflexion au niveau du gouvernement. En tout cas, je ne sais pas comment on va s'organiser pour y parvenir, mais on est vraiment dans la cible de ce qui est réfléchi et des méthodes qu'ils souhaitent mettre en place. Il va falloir aller très vite, par contre, parce que ça a démarré et il n'y a que 3 mois. Et il y a d'ailleurs sur le site internet Assises de la mobilité la possibilité d'intervenir directement, enfin de poser ses questions ou de faire ses propositions. Oui, il y a 6 rubriques différentes. Et voilà, à nous maintenant, à chaque territoire, de s'emparer de ce sujet-là et de s'inscrire dans ce plan-là. Voilà. Donc on a bien compris ce que je vous disais, qu'il n'y aurait plus de l'argent comme avant qui serait distribué, mais qui serait beaucoup plus à l'écoute de tout ce qui pourrait être produit ou inventé au niveau à des échelons plus petits. Merci, à tout à l'heure. Donc on va continuer à faire bouger les lignes, c'est ça? Voilà, donc on s'inscrit dans une bonne dynamique aujourd'hui, c'est qu'il y a effectivement ce projet de loi des nouvelles mobilités que Florence Lasserre nous a évoqué. Et aujourd'hui, pour le territoire, au regard de la photographie, en tout cas de l'état des lieux, des enjeux qui sont posés et puis des solutions nouvelles qui s'offrent à nous, il y a un certain nombre en tout cas de points sur lesquels on va pouvoir intervenir, mais principalement sur des questions d'optimisation des services, de meilleure organisation des offres, et puis surtout un sujet clé, et c'est ce qu'on va peut-être pouvoir voir sur le slide qui suit, et qui nous concerne particulièrement ici, que ce soit depuis Bayonne jusqu'à Banca ou aux Aldudes, c'est de pouvoir construire aussi des chaînes de déplacement. C'est questions d'intermodalité, alors c'est des terminologies techniques, mais c'est la possibilité de passer d'un mode à l'autre le plus simplement possible et de laisser sa voiture au garage quand ce n'est pas nécessaire. Donc il y a une notion de pertinence du mode, mais il y a aussi et surtout aider les personnes qui auparavant prenaient leur voiture à prendre plus facilement la navette qu'on a vue tout à l'heure, le train
Et là, vous avez le schéma, donc ça c'est un des axes forts, ça c'est une des colonnes vertébrales en matière d'infrastructure de transport qui est à valoriser, qui est le long de la Nive, c'est cette voie ferrée, autour de laquelle peuvent être en tout cas mis en œuvre un certain nombre de choses autour des questions d'intermodalité, que ce soit sur l'amélioration des accès, que ce soit sur les offres locales, les questions de parking, d'échange autour, de façon à inciter les gens à, en tout cas, de prendre plus facilement les différentes offres de transport telles qu'elles peuvent être valorisées notamment sur la vallée de la Nive. Mmh. Donc ça, c'est un des sujets c'est un des chantiers aussi qui font partie des perspectives à venir et de ce qu'on va pouvoir voir aussi demain au regard des nouvelles compétences qu'on nous présentera aussi. L'utilisation ferroviaire, on en attend beaucoup. Et on aurait dû avoir avec nous ici aujourd'hui Jean-Pierre Etchegaray qui a participé depuis le début aux travaux menés donc par AIBA autour de ces questions de mobilité. Alors Jean-Pierre Etchegaray est ancien cheminot, élu de Saint-Martin-d'Arossa, il est adjoint au maire de Saint-Martin-d'Arossa, et on a décidé de prendre le train avec lui et de bavarder avec lui, de discuter un peu sur le rôle du ferroviaire dans la mobilité quotidienne. Donc je vous propose d'écouter son témoignage, et je ne l'ai pas dit au début de la table ronde, mais écoutez bien tout ce qui se dit, parce qu'on vous a remis un petit carton, c'est la troupe éthique qui vous a remis un petit carton en rentrant sous ce chapiteau. Il y aura des thèmes que vous devrez ensuite leur proposer pour de l'improvisation à la fin de cette table ronde. Voilà, alors continuez à bien écouter, à être attentif. On écoute Jean-Pierre Etchegaray. Alors le train est un moyen de transport qui est utilisé partout en France pour la mobilité des uns et des autres, notamment des salariés qui vont rejoindre leur lieu de travail. Et ce moyen de transport peut être utile pour les habitants de Basse-Navarre et du Pays Basque intérieur, puisque ce fameux cordon ombilical qui relie la capitale du labour, Bayonne, à Garassi, la ligne a été rénovée en 2015. Après de longues pourparlers, de longues discussions pour convaincre les élus de la nécessité de remettre en service cette ligne qui était moribonde, puisque la SNCF avait décidé de la fermer. Et donc depuis 2006, les élus de ce territoire se sont mobilisés pour expliquer aux décideurs qu'il était indispensable qu'elle renaisse de ses cendres, cette ligne. J'ai envie de dire aux gens qui disent que le train est cher, j'ai envie de leur dire vous avez à la fois raison et vous avez à la fois pas tout à fait raison. Parce que pour dire que le train est cher, déjà, il faut le comparer à d'autres moyens de transport. Et le moyen de transport le plus utilisé par plus de 80% des gens qui vont sur leur lieu de travail est la voiture individuelle. Alors je ne sais pas si les gens savent combien coûte la voiture pour se rendre sur son lieu de travail. Lorsqu'on y compte tous les éléments qui concourent aux frais de transport automobile, il n'y a pas que le carburant, il y a aussi les frais d'entretien, d'assurance et autres. Et aujourd'hui, les études font apparaître qu'en fait, le coût de revient au kilomètre d'une voiture s'élève à 35 centimes du kilomètre. Alors, rapporté à ce que coûte le train, effectivement, on peut le comparer, mais il y a des produits commerciaux pour le train, notamment pour les salariés qui se rendent sur leur lieu de travail. Il y a des abonnements de travail qui sont à des prix très très intéressants, sachant que l'employeur participe à hauteur de 50% de l'abonnement de travail d'un salarié. Donc, les 50% restants à la charge du salarié sont, à mon avis, très compétitif par rapport au prix que représente l'automobile. Moi, je crois que le train peut être à la fois un moyen de mobilité écologique, sûr et pas cher. Il peut être pas cher. Voilà. Et il faudra pour cela que les décideurs se mettent autour d'une table et décident voilà, de ce qu'on veut faire de ce moyen de transport, qui est à mon avis unique. Voilà.
Alors maintenant que la ligne est rénovée, notre travail à nous, élus, c'est de nous mettre autour de la table avec les professionnels de ce mode de transport et d'arriver à ce que les horaires de ce train répondent réellement aux besoins de la population. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Et bon, nous avons par exemple un départ à 6 h du matin au départ de Saint-Jean-Pied-de-Port, avec une arrivée sur Bayonne aux alentours de 7 h, 7 h 05. Ça ne correspond pas du tout aux besoins de la population. Et il faut donc adapter ces horaires-là pour que nous puissions d'une part répondre à ce besoin, remplir nos trains et diminuer un tant soit peu le nombre de voitures sur la route. Le train doit être mis en corrélation avec d'autres moyens de transport. Donc sur la vallée de Baïgori, il y a la navette qui a été mise en place par Kinto Amogi. Et il peut y avoir d'autres moyens qui nous amènent à la gare, c'est-à-dire ça peut être un vélo électrique, ça peut être aussi du covoiturage ou de l'autopartage. Et il faut qu'on mette en place également des services intermodal. Bon, c'est ce qui est en train de se faire en gare de Bayonne. L'intermodalité, c'est la mise en concordance de plusieurs modes de transport de façon intelligente, à ce que, avec un même titre de transport, on puisse emprunter plusieurs modes de transport. Ça peut être un vélo, un Vélib, ça peut être le train, ça peut être le bus ou le trambus demain à Bayonne. Les travaux ont commencé et donc le pôle multimodal de Bayonne sera, à mon avis, le nœud de la problématique des habitants du territoire, que ce soit pour ceux du Pays Basque intérieur, que ceux de la côte, ceux qui vont sur Dax, ceux qui vont sur Pérorade tous les jours. Voilà. Bayonne va devenir le cœur de la marguerite, comme on dit. Hein. Vous savez, la marguerite, ça a un cœur, et entouré de pétales. Et donc les pétales seront nos lignes qui vont arriver le matin et qui repartiront le soir de Bayonne. Alors le plus dur, ça va être de dire aux gens je quitte ma voiture. La voiture, c'est un espace de liberté qui a été gagné bon, depuis déjà une cinquantaine d'années. Hein. Bon, c'est vrai que c'est l'espace de liberté, on va là où on veut, quand on veut. Bon, aujourd'hui, c'est de plus en plus difficile de concevoir le déplacement automobile de cette façon-là, pour des raisons multiples. Il y a dans les foyers pratiquement, je dirais, une voiture par habitant du foyer aujourd'hui, et donc voilà, ça crée des conséquences qui sont dues à cet état de fait, hein, des bouchons à l'entrée des villes, et le matin, le soir la même chose, les gens deviennent de plus en plus stressés. Un automobiliste au volant n'est plus la même personne que lorsqu'il n'est plus au volant, hein, on le voit bien, les comportements sont parfois différents, hein, pour les gens, et donc on doit repenser notre façon de vivre pour demain, pour nos enfants, et ça passe forcément par l'abandon de ce qui nous semble être un espace de liberté. Aujourd'hui, à Rossa, Bayonne, c'est 45 minutes par le train pour arriver au centre de Bayonne. Ce n'est plus possible en voiture aujourd'hui de faire ce trajet dans la même durée. Voilà. Des millions ont été investis pour ce train, et ça serait bien que si les horaires sont adaptés aux besoins des gens, ce serait bien que les gens se l'accaparent également. C'est fait pour eux, pour qu'ils l'utilisent. Voilà. Et c'est de l'argent public qui serait ainsi investi de façon intelligente. Voilà, il a dit beaucoup de choses, Jean-Pierre Etchegaray, hein, beaucoup de choses importantes. Il a dit entre autres que les décideurs aujourd'hui doivent se mettre autour de la table pour réfléchir à cette question de la mobilité. Bon, ça fait déjà quelque temps qu'ils se mettent autour de la table, et entre autres au moment de travailler pour créer cette maison institutionnelle, cette agglomération Pays Basque, il y avait eu des ateliers à Hasparren, et cette thématique a été bien travaillée, Romain Maté. Donc on peut peut-être revenir un peu sur les enseignements des ateliers d'Hasparren, en grande ligne. Oui, alors ça faisait partie des sujets pour lesquels se sont emparés les élus, justement dans le cadre des travaux sur la future grande agglomération Pays Basque. Et la mobilité faisait partie des sujets qui étaient au cœur de l'actualité, et justement aussi des besoins au niveau de la population.
Et un des grands sujets qui avait été évoqué justement dans le cadre de ces ateliers, c'était justement la possibilité de mettre en place des politiques volontaires sur la question des mobilités, et particulièrement en intégrant les questions de solidarité territoriale, parce que le Pays Basque, c'est effectivement, certes, la conurbation littorale, mais c'est aussi le Pays Basque intérieur, et c'est mettre en place en tout cas des relais entre le littoral et le Pays Basque intérieur. Ça, c'était un des grands sujets. Et puis, Michel Ossafrin, qui a participé à ces ateliers, je pense qu'il était aussi au cœur des discussions. Et il y a eu plusieurs autres thématiques fortes qui ressortaient aussi de ces ateliers. Et aujourd'hui, c'est à travers ces éléments de synthèse qui avaient été portés que vont se construire aussi les nouvelles perspectives en termes de définition de services ou de réflexion en la matière. Au regard des habitants du territoire. Oui, je voudrais juste approfondir un peu le principe de solidarité territoriale sur notre territoire, ou sur les territoires ruraux. La mobilité est aussi directement liée à la démographie. On évoquait tout à l'heure à table des fortes densités de population qui sont venues ces dernières années sur l'agglomération même, les centres urbains du Pays Basque, Bayonne, Anglet, Biarritz, entre autres. Et puis ce déséquilibre à force entre ces territoires presque, si je peux me permettre, surchargés, et d'autres territoires comme les nôtres qui, en démographie, souffrent, et avec des baisses de démographie très difficiles à enrayer. Or, la mobilité, quand on parle de solidarité territoriale, on a fortement insisté, et je pense que l'agglomération Pays Basque, sur son territoire terre et partie urbaine, peut être extrêmement complémentaire justement pour cela. Si on arrive à être efficace sur ce que dit Jean-Pierre Etchegaray, l'intermodalité, une navette, des vélos, une navette, le train avec des horaires adaptés, ensuite le trambus, la desserte après sur l'ensemble de la zone urbaine du Pays Basque avec beaucoup d'entreprises qui sont du coup desservies, et bien c'est d'une part d'énormes gestes au niveau environnemental, au niveau social, au niveau économique, mais c'est aussi une répartition plus équilibrée du territoire du Pays Basque. Parce que les gens qui habitent ici, ce que disait Jean-Pierre Etchegaray, avec un ticket unique qui arrive à payer et à aller à Bayonne, Anglet ou Biarritz sans presque prendre la voiture ou sur quelques kilomètres, eh bien c'est vrai que ça peut pousser d'une part à garder nos populations, nos jeunes, s'ils ont un travail plus éloigné, malgré tout à ce qui reste à vivre ici sur nos territoires, ou alors à faire venir des nouvelles populations sur ces territoires. Et l'aménagement territorial, l'équilibre de l'aménagement territorial aussi, ça fait partie du bien-être et de meilleures pratiques environnementales. Et ça on a de la chance d'avoir des gens, des élus, Claude Olive, Florence Lasserre, Andy Sainte-Marie, qui connaissent bien nos territoires. Ces territoires, il faut bien les connaître pour se rendre compte qu'il y a un besoin fort aussi ici. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose de très important qui sort des ateliers d'Esparin et qu'on espère voir concrétiser à l'avenir grâce aux actions menées par l'agglomération Pays Basque. Merci Michel Ossafrin. Peut-être on peut revenir quand même sur quelques points des ateliers d'Esparin avec Christophe. Si tu peux nous mettre la diapositive suivante. Oui, enfin simplement il y avait eu, donc c'était un des grands, plusieurs groupes de travail avec énormément de propositions, mais globalement ce qu'on peut retenir, si on a un peu l'approche extérieure, il y avait un enjeu très fort et un constat qui avait été partagé par l'ensemble des élus, c'est de dire aujourd'hui il y a un certain nombre de services de mobilité, il faut pouvoir en tout cas mieux en tirer parti, en tout cas mieux les organiser pour que l'ensemble du territoire puisse être en tout cas mieux desservi et que la population puisse avoir un meilleur accès au transport. Ça, c'était un point important. Donc mieux organiser les offres et les services de mobilité. Et puis
la capacité aussi à trouver des solutions pour améliorer dans la mesure du possible dans une approche aussi pragmatique, parce que les enjeux économiques ne sont pas des moindres, de pouvoir améliorer aussi sur un certain nombre de secteurs les offres de transport, en intégrant les coûts partis, parce que donc, dans ces travaux qui ont été menés, il y avait un certain nombre d'autorités organisatrices de transport qui avaient déjà mis en place leurs offres de transport. Donc il faut pouvoir intégrer ce qui existe déjà, et puis il faut pouvoir créer aussi d'autres types de systèmes au regard de l'évolution du territoire et des évolutions institutionnelles. Et puis un élément important, je crois, Michel Ossafin, c'était de bâtir aussi, de construire une feuille de route de ce qui reste à construire pour le territoire dans les longues années à venir, parce qu'il y a un cap à construire. Effectivement, les ateliers d'Hasparren ont évoqué beaucoup de pistes. Peut-être qu'on n'a pas été suffisamment loin sur les simulations. On a vu aujourd'hui qu'il fallait améliorer l'existant. L'existant, on voit bien que ça va jusqu'à Saint-Jean-Pied-de-Port sur l'offre publique Baïgori, ça va jusqu'à Saint-Palais, jusqu'à Moléon, jusqu'à Tardets. Il y a en dehors de ces zones des zones peut-être à mieux desservir. On sait que ça a un coût, que ça aura un coût. On est conscient que les entreprises de plus de 11 salariés, de plus de 10 salariés devront payer un versement de transport qui peut ne pas être négligeable, mais on sait aussi que des entreprises peuvent être intéressées par une amélioration de la mobilité pour que les salariés viennent en forme, repartent en forme. Et c'est sûr que quand de Bayonne à 18h ou 18h30, on prend le train pour rentrer sur notre territoire, et bien, ça aussi, ce n'est pas un facteur à négliger. C'est le repos, où c'est vraiment un mieux vivre pour la population, pour les salariés. Il y a un intérêt pour les entreprises. Alors le versement de transport, on pourra y revenir peut-être, je ne sais pas si c'est le moment. Bon, on peut y revenir après. Voilà, ça a été un des sujets qui a été évoqué, que nous on a découvert dans ces ateliers d'Hasparren. On ne connaissait pas ce système. Aujourd'hui, on sait que sur la côte basque, donc, le versement de transport existe et au plus fort du taux. Donc on verra plus tard, on va y revenir dessus pour voir les zones, les possibilités. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qu'on a un petit peu découvert à Hasparren. Et voilà. Et puis il y a une démarche qui doit venir aussi des citoyens, c'est de pouvoir changer ses habitudes, en plus de la modification des offres ou de l'évolution des offres. Donc ça, c'est un gros sujet aussi, c'est de la responsabilité de chacun, quoi. C'est à chacun de faire aussi, de changer de mode quand c'est possible. Quand c'est possible, évidemment, il faut pouvoir mettre en place les leviers ou les solutions alternatives pour proposer d'autres solutions. En tout cas, c'est ce qui se réfléchit aussi ici au niveau de ce petit territoire. Et peut-être qu'on peut revenir en images et avec quelques témoignages sur un petit film qui présente la réflexion, le cheminement de la réflexion depuis septembre 2016. Qu'est-ce qui s'est passé avec Into Amugi localement ici? Où en est-on? Avant de redonner la parole à Michel Ossafin et aux élus de l'agglomération. Pendant 2 jours, nous avons reçu ici à la Vallée des Adudes les autres projets TEAM, donc territoire d'expérimentation de mobilité en zone de montagne. L'idée, c'était de pouvoir échanger sur ces projets, comment on s'y prend pour les mettre en place et améliorer donc, la mobilité des habitants sur nos territoires. Les zones de montagne, les zones isolées, on avait l'habitude que ce soit le tout voiture et de pouvoir proposer des solutions adaptées au territoire. C'est vrai que toutes les instances administratives sont regardantes et nous soutiennent. Un point fort de notre projet, c'est la communication que nous avons mis en place. Donc c'est vrai qu'on a tout de suite créé une marque, un logo avec Into Amugi qui est vraiment très visible partout, que ce soit dans les arrêts, que ce soit dans les voitures, que ce soit dans les communications qu'on fait. On a aussi mis en place donc, une gazette qui est bilingue, qui est envoyée dans tous les foyers pour informer sur ce qu'on fait autour de la mobilité. On a mis en place
une plateforme de covoiturage. Et c'est vrai que c'est important que les personnes viennent s'inscrire. Et pour cela, on a fait des opérations phoning. On a été contacter toutes les personnes qui travaillent hors de la vallée. Et c'est important que les gens s'impliquent, qu'ils jouent le jeu, qu'ils vraiment se posent la question de est-ce qu'aujourd'hui je peux covoiturer, avec qui, et donc se renseigner sur la plateforme Kinto Amugi. Pareil pour la navette, donc avoir bien en tête les horaires de circulation. Et elle est ouverte à tous, elle est disponible, il n'y a pas besoin de réserver et c'est important que tout le monde puisse jouer le jeu et participer et prendre part à ces moyens de transport qui sont mis à disposition pour qu'ils puissent perdurer. On est vraiment dans le concret, on n'est pas juste dans la réflexion, même s'il y a eu beaucoup de réflexions avant, il y a eu beaucoup d'enquêtes auprès des habitants, auprès des entreprises sur la vallée, mais on est surtout dans l'action. Voilà, on se dit, il faut agir, il faut mettre en place des solutions et puis on rectifie au besoin. On s'aperçoit que peut-être tel horaire, voilà, si on parle de la navette par exemple, tel horaire est peut-être pas adapté parce qu'il ne rencontre pas un public. Alors est-ce qu'il faut dynamiser le public? Ça, toujours. Mais en même temps, si l'horaire n'est pas du tout adapté et qu'il faut le déplacer, s'adapter à d'autres types de transports, par exemple pour les relier, voilà, on se pose ces questions-là. Mais on est toujours dans l'action. Voilà. Si on n'est pas dans l'action, on ne peut pas savoir. On est un petit laboratoire ici. On est un petit laboratoire, je dirais, des territoires de montagne. Gure aurrek, urepelera joan behar dute, hastean bi aldiz, katishima segitzerat, eta guai hartio gure autoetan ere maitean balima gintuen, joan ginka gure gain hartuz. Kinto Amugik ara bere serbitxoak eman ditu, autobus tipi horrekin, eta gure artean ez dugu bate dudatu hartu behar zutela. Biziki pratikoa da, hiru arrazoinentzat biziki konten gira, lehenik garraio kolektibo hori hartzen dutelako, demora idazte bat da guretzat borrasoak, eta gainera sozial ahloan ere, ez da menturaz pisatzen, baina ekartzen du horrek ere, zeren lehenik beren artean dira bai, baina ez da hori bakarrik, beste diende batzuen ezagutzak egiten dituzte, trukak eta politak egiten aldira horren bidez. Bizikletekin entxegu bat egin behar dugu, badugu bizikletataz beste herribertia dela. Bada izain da txehunela normala eta izain da elektrikaduna ere. Nik usaia baut eiteko bizikleta ene aurkipi horikin, baina lehen aldia da iten dutela bizikleta elektrika hau eta biziki goxo da. Gaur eiligira promenan eta ez dut bate borsak ikusien egorputzean. On s'aperçoit qu'il y a encore aussi beaucoup de chemin à faire, notamment pour pouvoir assurer l'intermodalité avec le train et le car, et très particulièrement avec le train, donc pour lequel il y a eu pas mal d'investissements, et on aimerait qu'il puisse être utilisé par les actifs, donc c'est-à-dire les personnes qui travaillent, soit qui viennent travailler dans la vallée, soit qui partent de la vallée pour travailler vers la côte. Et pour cela, on mène un travail de réflexion et puis d'action institutionnelle pour obtenir des changements d'horaire et puis pouvoir assurer cette intermodalité, c'est-à-dire que depuis la vallée, en prenant la navette puis le train, on peut se rendre à Bayonne 100% en transport en commun ou en covoiturage. On est des souris de laboratoire, entre guillemets, pour prendre de l'information, voir ce qui marche pas, et comment on peut essaimer avec les autres territoires de montagne, et évidemment, comment, notamment dans le cadre, sur ce territoire, de la nouvelle communauté d'agglomération du Pays Basque, comment on dit, voilà, dans la montagne, voilà ce qu'on a mis en place, voilà ce qui marche pas, comment on réadapte dans le cadre de cette grande intercommunalité. On est aussi dans ce cadre-là qui est un petit peu particulier sur la mobilité. C'est vrai qu'on est dans un paysage qui bouge beaucoup, les compétences qui passent du département à la région ou à l'intercommunalité. Finanzamendiarenako eta bai heldu du goia urtea abiete girela. Eta baginti launtza, bero bai aizauko txibitzen, finantzatzeko dugu helduan, bai, agorrilain erditzutanoko iten, no? Ordean, indu bildu gira eskoleriko eta herri elkargoarekin, berriarekin, eta, bon, izan dira gure ikusten, eta, bon, esplikatu dugu gure
gozak giren, eta guk esperientza hori luzatzen albagino, beharra baginuke lantzko, eta iduriz ultsa hartu dute gure galdera. Si on n'y croit pas, ça ne marchera pas. Donc on y croit depuis le début, depuis qu'on a commencé avec les différents territoires pyrénéens, en particulier ici, en vallée des Aldudes. On y croit depuis le début que ça va marcher. Donc on se place dans cette position-là et en mettant tous les atouts de notre côté pour que ça marche. Voilà, quelques images, quelques témoignages de ce qui se passe un peu sur la vallée ici, depuis Saint-Étienne-de-Baïgorry, Banca, Aldude, Urepel, que peut-être de la côte basque on connaît moins bien, mais en tout cas la demande est claire, la demande de Michel Lendarita. Cette interview a été réalisée courant août. Aujourd'hui, nous sommes le 23 septembre. Claude Olive, vous êtes maire d'Anglet, mais surtout référent mobilité au niveau de la communauté d'agglomération. J'ai vu arriver aussi Paul Baudry, maire de Basse-du-Sary, aussi référent avec vous. On espère ici sur la communauté d'agglomération. Alors, je vous tends le micro. Où en est-on aujourd'hui très concrètement et qu'est-ce qu'on peut espérer ici? Bien, merci. Bonjour à tous. D'abord, moi, je voudrais remercier Michel de nous avoir invités ici à Banca. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir puisqu'on n'arrivait pas à sortir de table et qu'on a pris un peu plus de temps que prévu. Je voudrais aussi remercier Madame la députée Florence, qui est pour nous un élément important parce qu'elle a fait le choix de rester membre de notre syndicat, ce qui va nous apporter beaucoup parce que voilà, quand on est parlementaire, on peut pousser quelques portes que quand on est maire ou vice-président d'une agglomération en charge en mobilité, qu'on a des difficultés à pousser. Donc, merci à tous les deux. Merci à Michel, merci à Paul qui nous a rejoints. Alors, la question de Michel ne m'avait pas échappé. Elle a au moins le mérite d'être claire. Moi, ce que je voudrais vous dire, c'est qu'aujourd'hui, notre... Damien vous en parlera tout à l'heure, qui est directeur général adjoint en charge des mobilités à mes côtés, qui est accompagné de Pierre aussi, de nos précieux collaborateurs, va vous répondre sur ce qu'on peut mettre en place au niveau du syndicat. Moi, je vais vous dire simplement que le syndicat aujourd'hui, eh bien, il s'est agrandi. On a fait le choix de ne pas dissoudre le syndicat, mais de maintenir le syndicat qu'il y avait sur Côte-Basque-Adour et d'étendre sa zone géographique à l'ensemble du Pays Basque, ce qui nous permet deux choses, j'y reviendrai tout à l'heure. La première, c'est de pouvoir avoir une réactivité beaucoup plus vite, et la seconde, c'est ce fameux VT, le versement de transport dont tu parlais tout à l'heure, Michel, nous permettra de le lisser dans le temps. Parce que si on avait dissous notre syndicat, et c'est ça qu'il faut que les gens arrivent à comprendre, si on avait dissous et qu'on était reparti sur un syndicat nouveau, il fallait mettre 2% tout de suite à tout le monde. 2%, c'est-à-dire 2% de la masse salariale à partir du 11e employé. Donc ça veut dire que les entreprises participent au financement du syndicat, ce qui est le cas déjà sur Côte-Basque-Adour, puisque le taux est au plus haut à 2%, ce qui nous a permis de faire des gros investissements sur les travaux et sur les lignes. Vous savez, je suis venu, ça fait 3 fois que je viens à Banca, où j'ai pris connaissance du travail que vous avez effectué avec cette navette que vous avez mis en place. Tout à l'heure, Michel, tu disais en rigolant que bon, vous aviez fait comme ça, comme me dirait ma mère, de briques et de broc. En tout cas, vous avez eu le mérite de faire quelque chose. Et vous avez eu le mérite de mettre en place des choses, alors certes qui n'étaient pas tout à fait parfaites, mais moi qui m'ont séduit quand je suis venu avec les services. Je vous ai écouté. D'abord, j'ai écouté cette volonté forte politique portée par le maire de Banca qui veut à tout prix démontrer qu'ici aussi il y a besoin de transport. Les ateliers d'Asparin nous l'ont largement prouvé. Et donc moi j'étais assez séduit. Et je pense que les premiers mots que je leur ai dit quand je suis venu ici dans la vallée, c'est qu'un an ce n'est pas suffisant. Qu'il fallait laisser plus de temps. Qu'on ne peut pas décider comme ça au bout d'un an si c'est viable ou pas viable. Si je pose la question ici à l'Assemblée qui est devant moi, en leur demandant combien de voyageurs sur le réseau, sur l'ancien agglo Pays Basque Adour, Côte-Basque-Adour, est-ce que quelqu'un sait combien de voyageurs à l'année sur le réseau?
Personne ne sait. On va bientôt approcher des 10 millions de voyageurs. Est-ce que vous pensez, une seconde et demie, qu'on est arrivé à 10 millions de voyageurs du jour au lendemain? J'étais le premier à pester quand je voyais passer des bus vides. Tu connais mon caractère, Damien. On faisait râler. Je n'ai pas crédible. Et puis, il faut laisser les choses s'installer, il faut laisser les choses avancer. Et aujourd'hui, eh bien, on force de constater qu'on a presque 10 millions de voyageurs. On va passer le cap très vite. Et on espère, avec nos 2 lignes structurantes, certes qui coûtent de l'argent, mais qui vont nous amener 3 ou 4 millions de plus sur la ligne 1 et peut-être un peu moins sur la ligne 2. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il faut qu'on vienne arriver à nourrir, ce que disait un peu tout à l'heure Jean-Pierre, qui connaît très bien le sujet. Jean-Pierre, enfin moi j'ai rien à rajouter de ce qu'a dit Jean-Pierre. Il a tout dit dans ce reportage. Il faut qu'on arrive maintenant à démontrer que les gens, il faut qu'ils... De toute manière, je vais vous dire, hein, quand vous vous trouvez à la sortie de l'agglomération ou à l'entrée de l'agglomération, c'est-à-dire quand je parle d'agglomération sur la côte, parce qu'il ne faut pas oublier que 70% des emplois sont là-bas. Hein. Donc tout le monde vient et va, et c'est normal, et tant mieux. Donc on a un problème aussi d'urbanisme. Tout à l'heure, il en parlait, c'était Romain qui en parlait. Il faut quand même qu'on réfléchisse aussi à comment on délivre les permis et comment on circule. Mais on va y arriver tout seul. On arrive à saturation. On n'y arrive plus. Donc il faut qu'on arrive à donner la possibilité aux gens de trouver d'autres modes de déplacement. Damien va vous en parler avec tout ce qu'on veut mettre en place au niveau du syndicat. Mais en tout cas, pour être plus clair et pour répondre à Michel, effectivement, il faut perdurer cette expérience. Donc on a pris la décision, nous avec le syndicat, on a repris tout ça, de prolonger pour 3 mois, ce qui nous laisse le temps de lancer un marché. On va lancer le marché va être lancé et on va continuer. Il faut se laisser le temps, il faut se laisser le temps de démontrer l'utilité de ça. Il faut qu'on arrive à se battre et faire... alors là, pas autour d'une bonne table à Banca, mais autour d'une table de réunion avec nos amis de la région. Il faut qu'on trouve une solution avec la SNCF et la région pour qu'on connecte ces horaires de train avec nos horaires de bus et vos horaires de navette, de manière à ce qu'on puisse démontrer aux gens que prendre la navette aux Aldudes ou à Banca, aller prendre le train, venir à Bayonne, va coûter d'abord beaucoup moins cher, mais aussi on gagne du temps, du repos, tu le disais tout à l'heure Michel, et c'est tellement important. Moi je voudrais simplement vous dire que si on veut arriver à ça, parce que c'était un peu le débat au niveau de l'agglomération Pays Basque à Dour, si on veut arriver à ça, comme je disais tout à l'heure, quand on arrive à 9 millions de voyageurs, maintenant bientôt 10 millions de voyageurs, il faut qu'on ait un prix de ticket attractif. Si on n'a pas un prix de ticket attractif, vous n'y arrivez pas. Si vous voulez faire du business avec des transports, vous n'aurez personne dans les transports. Donc il faut qu'on ait des prix très attractifs. Donc il faut qu'on négocie aussi ces prix-là avec nos amis de la SNCF. Il faut aussi qu'on ait ce fameux ticket unique où on peut moduler le mode de transport. Et puis voilà, alors il est évident que si on veut mettre des gens dans les transports en commun, si on veut des prix attractifs, il faut que les collectivités, il faut que la puissance publique vienne en appui en termes de financement, parce que sinon on n'y arrivera pas. Vous savez comment ça s'appelle tout ça, il y a un mot simple à ça. Ça s'appelle du service public. Donc si on veut faire du service public, moi je ne suis pas pour la gratuité, il faut responsabiliser un peu les gens. Mais si on veut faire du service public, il faut qu'on ait des tarifs très très attractifs, comme ça on y arrivera. Alors oui, madame, oui Michel, on va perdurer l'expérience parce qu'elle me paraît intéressante. En tout cas, on va essayer de démontrer et de donner le goût aux gens de la vallée, mais aussi aux gens de Bayonne qui veulent venir faire un tour dans la vallée, venir manger une bonne assiette à Banca ou venir voir le passage de Palombe qui va arriver très vite d'ici quelques jours. Eh bien, leur donner le goût qu'il ne faut pas prendre la voiture, il faut prendre le train, il faut prendre les transports en commun et venir dans la vallée. Voilà, moi je vais laisser la parole à Damien qui va vous dire ce que fait le syndicat dans son entité. En tout cas, moi je suis très heureux de le présider. Aujourd'hui, il va y avoir des responsables locaux partout, parce que c'est notre idée aussi qu'on veut mettre sur l'ensemble du territoire, pour pouvoir porter, alors, parce qu'on a plusieurs choses qui nous attendent, le transport scolaire, l'interurbain et le urbain. Donc voilà, on a du travail, c'est passionnant, on ne part pas d'une feuille blanche, on part sur des choses qui existent déjà, sur des choses qui sont en expérimentation comme ici dans la vallée. Mais je pense que c'est des bonnes choses, en tout cas ce qui va nous permettre de travailler et d'avancer. Oui Michel, nous continuerons la navette dans la vallée.
les Michel qui attendent. Et il y en a plusieurs Michel, maires ici du Haut-de-Vallée. Et on donnera la parole aussi à Agnès Sainte-Marie après, puisque la région a été interpellée, mais peut-être d'abord à Damien Duhamel, pour nous dire quels sont les travaux en cours pour espérer une mobilité durable sur l'ensemble du Pays Basque. Donc, bonjour à tous, donc, je suis Damien Duhamel, directeur général adjoint en charge des mobilités à la communauté d'agglomération. Et j'assure la direction du syndicat des mobilités. Alors vous allez dire, ça y est, on rentre à nouveau dans une lecture institutionnelle un peu compliquée. Et pour autant, on est quand même dans une lecture institutionnelle qui s'est fortement simplifiée et en même temps qui s'est aussi élargie sur les compétences qui pouvaient être celles du syndicat, le précédent syndicat, qui était donc un syndicat des transports. Là, vous m'avez entendu parler d'un syndicat des mobilités. Donc c'est une vraie différence fondamentale. Alors je crois qu'on a un petit visuel qui va pouvoir accompagner le discours concernant justement les nouvelles compétences du syndicat des mobilités. Mais ce que je voulais dire aussi, c'est que certes, on a un élargissement de nos compétences, en plus de notre élargissement de notre périmètre d'intervention. Mais ce que je trouve intéressant avec le travail que vous avez pu faire, qui a été fait dans le cadre de la vallée, dans la vallée des Aldudes, c'est qu'on est aussi sur une initiative qui vient du territoire. Et ça, c'est effectivement intéressant. Ça veut dire que nous, on va aussi changer les thématiques sur lesquelles on va travailler, ça je vais vous en parler, mais on va aussi changer notre manière de travailler tout simplement. C'est-à-dire que plutôt que d'être uniquement dans nous pensons des services de mobilité, nous les proposons, là, on est clairement sur une initiative locale que nous allons simplement nous réapproprier, évaluer, réajuster. Et ça, c'est effectivement aussi une démarche et une façon de travailler qui est aussi très intéressante. Sur les compétences, alors vous voyez cette carte, je vais me déplacer puisque ça va la rendre un petit peu plus dynamique, mais on voit un certain nombre de compétences qui sont bien plus nombreuses que celles que nous avions avant. Et pendant tous les reportages que vous avez pu voir, on a parlé d'intermodalité, de combiner les différents services de mobilité, on a parlé du vélo, on a parlé des transports collectifs. Ben finalement, ce qui est plutôt intéressant, c'est qu'aujourd'hui, le syndicat des mobilités a la capacité à intervenir sur toutes les mobilités. Donc, je vais rentrer un peu dans le détail, mais bien sûr, notre cœur de métier reste toujours les transports collectifs. Alors, on parle, vous en avez peut-être entendu parler, on parle du trambus sur la frange littorale, donc sur les communes de Bayonne, Anglet, Biarritz. On parle également, bien sûr, de transport urbain. Là, c'est les fameux 10 millions de voyageurs que nous réalisons sur le réseau Chronoplus. Donc là, on est sur le cœur, on va dire, historique de nos problématiques de transport. Mais on a un certain nombre maintenant de sujets. Alors, c'est issu des lois MAPTAM et NOTRe qui nous ont permis, finalement, d'élargir notre spectre en matière de mobilité. Et évidemment, nous nous en saisissons, c'est une opportunité justement de combiner toutes les offres de mobilité et de les mettre là où elles sont finalement pertinentes. Probablement qu'il ne s'agit pas de mettre du transport collectif partout sur l'ensemble du territoire du Pays Basque ou de travailler même sur une offre de trambus sur l'ensemble du territoire. Ça n'est pas l'offre adaptée. Et nous avons justement cette possibilité d'intervenir sur d'autres domaines. Alors je vais en citer un parce qu'on n'en a pas beaucoup parlé, mais il est fondamental. C'est la question du transport scolaire. Le syndicat des mobilités est compétent aujourd'hui pour traiter de la question du transport scolaire. Et alors là, vous allez me voir tout de suite arriver, c'est qu'aujourd'hui, si on a un transport scolaire efficace, on accompagne peut-être moins ses enfants à l'école en voiture individuelle et on arrivera peut-être à les mettre effectivement un peu plus dans des bus, des cars, pour se rendre sur les lieux, sur les différentes écoles. Donc là, vous voyez bien, on a un travail extrêmement important à faire sur la qualité, en tout cas, du transport scolaire. Alors nous sommes compétents en matière de transport scolaire parce que nous allons recevoir du département qui assurait sur l'ensemble du territoire cette compétence en matière de transport scolaire. Donc nous allons, dès la rentrée 2018, assurer la rentrée scolaire sur l'ensemble du territoire. Nous allons également récupérer
un certain nombre de lignes que vous connaissez déjà, c'est les lignes interurbaines qui étaient assurées par le conseil départemental, qui est aujourd'hui, ce sont des lignes qui sont assurées par la région, et dès le 1er janvier 2018, ce seront des lignes qui vont être assurées par le syndicat des mobilités. Là aussi, vous voyez, finalement, on va commencer aussi à combiner les modes, puisque nous avons des lignes interurbaines qui, par exemple, sont en parallèle de la ligne ferroviaire. On a peut-être des pistes de complémentarité à trouver entre la ligne interurbaine et la ligne ferroviaire. Mais on voit aussi qu'on va pouvoir rentrer aussi sur des thématiques qui vont venir aussi compléter le dispositif de mobilité. On en a un petit peu parlé, du covoiturage, des parkings relais. Donc là, vous voyez aussi tout l'intérêt. Hein. Les parkings relais, c'est comment, autour des offres ferroviaires par exemple, mais également des offres urbaines, on peut aussi parler du trambus, comment on va pouvoir structurer une offre de parking pour, plutôt que d'aller jusqu'au bout avec sa voiture, on puisse laisser sa voiture le plus en amont possible et prendre des modes de transport performants pour aller vers le cœur d'agglomération. Donc ça, c'est aussi une nouveauté pour nous, c'est que nous allons pouvoir travailler sur tous ces parcs relais sur l'ensemble du territoire. On va pouvoir aussi intervenir sur la question de l'autopartage, mais on aura aussi, et on a beaucoup parlé d'intermodalité, il y a des endroits qui seront stratégiques sur lesquels on va combiner les modes. C'est-à-dire que, et c'est la partie ici, pôle d'échange, les pôles d'échange multimodaux, donc c'est des espaces qui peuvent se trouver par exemple en gare, mais on peut être aussi beaucoup plus modeste. Ça peut être des parcs de covoiturage sur lesquels on peut aussi venir positionner un abri vélo, sur lequel il va falloir aussi travailler à la qualité de l'espace public pour que le piéton puisse tout simplement se déplacer, arriver et prendre les différents modes de déplacement. Donc ça aussi, c'est un autre point important. C'est que pour réussir une chaîne de déplacement, il faut réussir la chaîne de déplacement de bout en bout. Et on est tous, même si on prend notre voiture, on est tous piétons à un moment ou à un autre. On est piéton pour aller prendre sa voiture et on est piéton à la sortie, même quand on quitte son véhicule. Donc la question et la problématique du piéton, elle est fondamentale. Et puis je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y a un chiffre qui a été donné en tout début et qui était sur les écrans. On a 15% des déplacements qui sont réalisés aujourd'hui par les piétons. 4% des déplacements sont réalisés en transport collectif. Donc l'enjeu sur le piéton, sur les déplacements de proximité, il est véritablement fondamental. Alors, pour nous, c'est vraiment intéressant parce qu'on pense toujours au domicile-travail, on pense toujours au fait qu'il faut aller se rendre à Bayonne, mais la question des déplacements de proximité, parce qu'on va tous aussi acheter une baguette de pain, on va tous acheter son journal, on va tous accompagner les enfants à l'école, et là, vraiment, pour le coup, on est sur des déplacements de courte distance. Et là-dessus, sur ces déplacements-là, le piéton, le vélo sont véritablement des modes de transport pertinents. Donc, on aura, nous aussi, la capacité à pouvoir intervenir sur ces domaines-là. Et puis tout ça, il faudra le coordonner. Il y a plusieurs façons de coordonner. Jean-Pierre Etchegaray l'a dit, la question de la tarification, elle est fondamentale. C'est-à-dire que pour l'usager, peu importe de savoir si on est sur un réseau urbain qui est géré par telle institution ou si on est sur un réseau ferroviaire qui est géré par une autre institution, tout ça, ça doit être absolument transparent pour l'usager. L'usager, il monte dans un bus, il prend le train, il peut éventuellement utiliser un vélo en libre service. La tarification doit être combinée. On ne doit payer qu'une seule fois. Et c'est ça qui est véritablement important, c'est la facilité d'accès. Et puis un autre point, la facilité d'accès, elle est liée aussi à la question de l'information. Puisque la qualité de l'information, c'est aussi notre capacité à pouvoir séduire, parce que on va travailler sur, bien sûr, ces propositions d'offres, mais il faut aussi être véritablement en capacité de pouvoir rentrer dans une logique d'accompagnement à la mobilité alternative. Et accompagner, ça ne se fera pas en une seule journée. Il faut vraiment être dans une logique très pédagogique pour pouvoir engager ce report modal. Donc, il faut bien sûr travailler à cette information des voyageurs. Donc vous voyez, on a pas mal de petites briques comme ça qui, les unes à côté des autres, nous permettent en tout cas de rentrer dans une véritable logique, enfin en tout cas j'espère beaucoup plus efficace
pour aller vers de la mobilité alternative. Est-ce qu'il ne manque pas une petite brique avec le fluvial? Bon, j'ai entendu qu'il y avait... Ah, voilà. J'allais en parler. La petite expérimentation... J'allais reprendre justement oui. Damien, parce qu'il manque une brique. Oui, voilà. Parce qu'on vient de la jeter à l'eau, si je puis dire ça joli comme ça. Jeu de mots, joli jeu de mots. C'était facile, mais il fallait la faire. Donc, effectivement, depuis 2 jours, nous avons cette navette, ce traverseur fluvial qui est mis en place au niveau de Bayonne par rapport à la fermeture du pont Saint-Esprit, qui est un axe structurant, pas seulement que pour Bayonne, mais pour notre agglomération en son entité entière. Et donc, c'est à laisser, enfin, en tout cas, on l'a démarré depuis 2 jours, ça va durer 10 mois, et on est assez étonné, assez bluffé, parce que hier, dans la première journée, on a fait 840 voyageurs, et ce matin, on était dans la voiture, ce matin, on était à plus de 600. Donc, voilà. Ça fait partie aussi des choses qu'il faut regarder, qu'il faut essayer de trouver des solutions. Donc, je ne vais pas vous promettre qu'on va remonter la Nive jusqu'à Banca. Mais est-ce qu'on peut penser venir de Saint-Jean-de-Luz à Bayonne ou d'Anglet à Bayonne par le fluvial? Je vois mon ami Paul en train de rigoler. On passera par Bassus-Sari, promis, on fera une halte à Bassus. Non, il ne faut pas exagérer. Mais en tout cas, ça aussi, ça fait partie des modes de réflexion. Vous avez très bien réagi et c'est une brique qu'il va falloir rajouter à notre schéma. Pardon, j'ai coupé, Damien. Non, mais pas de problème. Ça veut dire aussi une chose, c'est que pour convaincre et pour séduire, on peut être aussi ludique. Parce que c'est pour ça aussi qu'elle marche, la navette fluviale. C'est qu'elle a un côté ludique. Au-delà de son efficacité, il ne faut pas perdre de vue l'efficacité, mais elle est aussi elle est ludique. Donc tous les ingrédients sont bons à utiliser et sont évidemment à valoriser pour mettre en avant aussi tous les services de mobilité alternative que l'on peut proposer. Mais donc je voudrais justement redonner aussi quelques perspectives alors sur la diapo suivante, où finalement, parce que ça aussi c'est important, voilà. Quand on agit sur les mobilités, quand on agit sur toutes les mobilités, finalement on n'agit pas que sur les mobilités, on agit sur d'autres sujets qui sont là aussi pour tout le monde extrêmement importants. Par exemple, on a parlé des déplacements de courte distance. Le fait d'aller acheter son pain. Et bien effectivement, le fait d'aller acheter son pain à pied, c'est un gage aussi de dynamisme des centres-bourgs. Si on utilise sa voiture, on aura plutôt tendance à aller chercher son pain dans un centre commercial de périphérie. Je suis très caricatural, mais pas tant que ça. C'est-à-dire que le fait de changer ces pratiques de mobilité du quotidien amène à repenser aussi la façon dont on organise le tissu commercial en centre-bourg. Ça, c'est vraiment une dimension extrêmement importante. Les communes qui ont fait de véritables efforts sur cette mobilité du quotidien en mettant justement au cœur de cette mobilité du quotidien et au cœur de leur espace public le piéton et le vélo, il y a un effet qui est très net sur le dynamisme commercial des centres-bourgs. Donc ça, c'est vraiment un point extrêmement important. Donc, dynamiser les services de proximité, je pense que c'est un des enjeux de cette mobilité alternative, notamment tournée vers le quotidien. Mais quand on parle aussi de mobilité, il faut automatiquement parler d'habitat, puisque en fonction de là où vous allez être localisé, bien sûr, ça impliquera et ça aura une forte conséquence sur la façon dont vous allez vous déplacer. Si vous êtes complètement éloigné, complètement dans un secteur complètement reculé, effectivement, vous aurez plutôt tendance à utiliser votre voiture. Si vous êtes à proximité du bourg, que vous êtes relié à un ensemble de mailles piétons vélos, vous aurez tendance à moins utiliser votre voiture. Donc, on sent bien aussi que la façon dont on va penser le développement urbain, la façon dont on va implanter les différentes formes d'habitat, aura aussi un impact sur la façon dont on va organiser la mobilité. La question de l'espace public, parce que finalement, l'endroit où tout le monde se retrouve, que ce soit en voiture, en vélo, à pied, c'est l'espace public. Donc les choix que l'on fait sur l'espace public sont les révélateurs finalement des impulsions que l'on souhaite donner à tel ou tel autre mode de transport. Donc on voit bien que
Souvent, on parle de pacification de l'espace public. Alors, ce n'est pas un très joli mot, mais finalement, on veut vraiment donner une place nouvelle sur cet espace public, sur cet espace que l'on partage aux piétons et aux vélos. Donc, c'est vraiment une dimension encore importante pour la mobilité du quotidien. La voiture, on l'a dit, elle restera complètement incontournable. Ça, on est parfaitement d'accord. On a 80% des déplacements qui sont réalisés en voiture particulière. Mais ce serait bien de rentrer un petit peu dans le détail de ces 80%. Aujourd'hui, sur ces 80%, vous en avez 77, 76% où vous allez retrouver une seule personne dans la voiture. Et on a 3-4% où on peut retrouver 2, voire plus de personnes dans une voiture. Là aussi, c'est l'intérêt de travailler sur le covoiturage. C'est que finalement, la voiture est un espace potentiellement collectif. C'est un transport collectif que nous pouvons organiser de façon à petite échelle, bien sûr, mais nous pouvons potentiellement transporter 4 personnes dans un véhicule. Donc là aussi, le syndicat des mobilités a une vraie capacité à pouvoir accompagner ce type de démarche et à proposer des services qui passeront par des parcs de stationnement, de covoiturage. Donc il faudra se dire où faut-il les placer de façon très opportune, ou est-ce que les gens ont plutôt tendance à se regrouper pour pouvoir faire une distance relativement importante ensemble. Et puis, l'autre aspect, c'est l'information. Comment je sais qu'il y a de la place dans un véhicule où une personne est prête à m'accueillir? Donc c'est vraiment ces deux aspects sur lesquels le syndicat va pouvoir aussi intervenir, c'est mettre en relation les habitants pour qu'ils puissent se retrouver sur un parc de stationnement qui aura été aménagé à cette destination. On y croit beaucoup, le covoiturage marche de plus en plus, enfin vous le savez, Blablacar est unanimement reconnu et en pleine expansion. C'est vraiment, il y a un vrai mouvement de fond autour de cette façon nouvelle de partager son véhicule, et c'est une façon finalement d'organiser une autre forme de transport collectif. Et ça, c'est fondamental. Financièrement, c'est intéressant, et je pense qu'en plus, ça nous permet d'avoir une réponse adaptée aussi à des territoires sur lesquels on n'a pas forcément beaucoup ou suffisamment de densité pour pouvoir faire du transport collectif structurant, comme on peut en faire par exemple sur le littoral. Le maillage d'itinéraires cyclables, on en a parlé pour les déplacements du quotidien, mais c'est là où il faut se dire, agissons aussi à toutes les échelles. Vous avez bien sûr, on en a parlé, l'échelle du bourg, pour laquelle il est important de trouver un périmètre d'action, de mailler, mais il faut aussi savoir se déplacer en vélo sur des distances moyennes. Et là aussi, on voit un nouvel outil qui commence aussi à faire son trou, c'est le vélo à assistance électrique. Donc, si vous ne l'avez pas essayé, profitez-en aujourd'hui. Hein. Oui, super. Il y a même un vélo à assistance électrique hydrogène, puisque... Pardon ? Hydrogène. Oui, mais il est sur la dimension électrique du véhicule. L'hydrogène permet d'améliorer finalement l'autonomie du vélo à assistance électrique. Le développement des nouvelles solutions de mobilité, et là aussi, il y a de vraies possibilités, de vraies opportunités pour les territoires ruraux. On l'a vu, la question de la navette. La navette va être pérennisée pour 2 ans, a priori à partir de la fin des 3 mois de reconduction, ce qui va nous permettre vraiment de disposer d'un vrai temps de retour d'expérience, comment ça fonctionne une navette, comment les habitants vont pouvoir s'approprier cette navette. Et puis on a d'autres solutions qu'on va pouvoir regarder. Je vois des visages s'illuminer quand tu as donné le 2 ans. Le nombre de mois. On ne l'avait pas entendu encore. Hein. Moi, je n'avais pas voulu le dire, toi tu lâches l'info. Voilà. Tu fais déjà heureux. J'ai vu les deux Michel sourire. C'est ça. Vous pouvez continuer sur de la bonne lancée. Ils ne vont pas nous jeter des cailloux en partant. Et on ne s'autorise pas non plus à regarder des solutions, on s'autorisera, pardon, à regarder aussi des solutions de type transport à la demande. Alors c'est sans doute vous en avez peut-être déjà entendu parler, mais on se dit que parfois on n'a pas suffisamment, comme pour d'ailleurs le covoiturage, on n'a pas suffisamment de densité d'habitants pour pouvoir se dire on va mettre une ligne régulière. Mais on se dit qu'on peut peut-être travailler sur un autre outil qui s'appelle déclencher du transport
lorsque vous en avez besoin, lorsque c'est nécessaire pour les habitants d'un territoire. Donc via une plateforme de réservation, on peut réserver son transport collectif pour pouvoir avoir une desserte spécifique, adaptée et notamment en rabattement vers les services plus structurants que sont l'offre ferroviaire par exemple. Ça marche très bien ça, parce que moi modestement avec le CCS d'Anglet, on l'a mis en place pour les personnes âgées, où les personnes sur une plateforme de réservation, eh bien s'ils ont rendez-vous chez le médecin, chez la pharmacie, faire quelques courses, alors on a un peu de transport collectif pour faire des courses et on a du transport individuel pour aller chez le médecin. Ça marche très très bien. Ça coûte un peu d'argent, mais ça s'appelle du service public. Merci Damien. Voilà, on reviendra peut-être avec des questions, mais donc on a eu quand même des bonnes nouvelles de la communauté d'agglomération pour l'intérieur. Peut-être qu'on peut demander si la région Nouvelle-Aquitaine va nous donner aussi de bonnes solutions, de bonnes informations. Alors, pour moi, il y a 2 points sur lesquels on peut revenir. C'est un, le prix, parce que j'ai entendu Jean-Pierre Etchegaray, et je pense que l'assistance fera aussi cette question. Il faut que ça coûte moins cher de prendre le train, il faut que ce soit attractif. Cette première question. Et puis, deuxième question, c'est la question des horaires. Il faut que ça colle aux gens qui veulent prendre le train pour aller travailler. Or, aujourd'hui, ce n'est pas possible de partir de Banca ou du Repel et de se dire que l'on va prendre le train pour aller travailler sur Bayonne. Il n'y a que 4 allers-retours, Saint-Jean-Pied-de-Port, Bayonne, Anguier-Sainte-Marie, élu région Nouvelle-Aquitaine. Bihitz euskaraz lehenik. 2 mots en langue basque, pour équilibrer un petit peu. Mais tu aurais pu. Ikusita hemen Ibarruntan Baigorritik hasita eta Urepelezoko oraino zer nolako nahikaria baden? Urepeleraino. Urepeleraino, bai. Voilà. Zer handute? Kenduko dugu xokoraino. Bai. Bai, baina xokoa ez da baita ezpada pejoratiboa, Egia. Hori guzia ikusita, alternatiba proposamen hori guzia ikusita zer nolako nahikari bizia baden hemen eguneroko aterabideak atxemaiteko, uste dut bortxatzen gaituela horrek gu autetxe gisa, izan herrietako, badira herriko autetxiak, kanboko bat ere, uneino etorria, izan departamentuko eskualdeko edo deputatu gisa ere, bortxatzen gaitu horrek umilak izaiterat eta bakerrik laguntzaile, proiektu horien laguntzaile bilakatzerat. Uste dut hori gauza importanta dela. Je disais que quand on voit la forte volonté chevillée au corps de trouver des alternatives pour cette vallée, Michel Ossafrin, d'ailleurs les 4 Michel, parce qu'il y a 4 Jean-Michel et Michel, quand on passe de Baigorry jusqu'à Urepel, ils s'appellent tous Michel ou Jean-Michel, c'est comme ça. Comment? Ils font un sur la question. Oui, absolument. Donc, quand on voit cette forte volonté, on se dit que en fait, l'action politique, elle est verticale, mais elle n'est pas verticale de haut en bas, elle est verticale ici, de bas en haut. Et ça nous oblige à être humble par rapport à cette volonté d'alternative, ça nous oblige à être humble et être juste facilitateur et accompagnateur de projets. Voilà. Je crois que pour la région, c'est le cas. La région a une forte volonté d'accompagner cette vallée, ce territoire. La région a également une volonté, certes, au sortir d'une période qui n'est pas tellement propice à l'action politique, puisque la région, la nouvelle région, comme d'ailleurs la CAPB, est au sortir d'une restructuration et comment il faut dire ça, d'un remodelage, qui est des fois un frein à l'action politique, ou en tout cas à la décision politique rapide, parce que malheureusement le temps institutionnel n'est pas toujours le même temps que le temps de la décision ou de la base, de la décision de la base, donc on va y arriver. Je crois que Claude Olive l'a dit, Florence aussi, la région a une volonté de mener ce travail sur le transport et la mobilité de façon concertée. Voilà. Je pense qu'il y a une concertation qui va se mettre en place d'ailleurs, puisque ce qui est important pour les populations, c'est l'action politique concrète. Voilà. Au-delà des discours, des postures ou des sensibilités politiques qui peuvent être différentes, je crois qu'il y a une volonté forte de mener un travail sur cette vallée, sur la mobilité et le transport,
pour améliorer le quotidien des populations. Parce que la finalité de l'action politique ou la finalité de l'action publique, c'est justement de bouger dans le concret le quotidien des gens. Bon, comme tu as dit, Panchika, il y a volonté. D'ailleurs, Jean-Pierre Etchegaray, qui est, je pense, une des meilleures personnes ressources sur ce dossier-là, a tout dit. Je crois qu'il a utilisé les mots qu'il fallait, intermodalité, billet unique, transversalité, voilà, l'équilibre territorial, ça c'est un point qui est important aussi. L'équilibre territorial. Dans ce mot-là, il y a équilibre, mais il y a aussi territorial. Donc voilà, il faut que l'argent public, le financement public, infuse également sur les territoires à moins forte densité de population. Paradoxalement, il faut qu'il même en influer plus qu'ailleurs, je dirais. En tout cas, c'est la volonté de la région. Donc il y a à faire bouger donc il y a plusieurs acteurs sur ce schéma-là. Donc il y a effectivement donc la CAPB qui est l'acteur, je crois, majeur, qui sera l'acteur majeur au niveau de la mobilité et des transports. La région également. Il y a l'ODAP, il ne faut pas oublier. La région a décidé de travailler en relais avec l'ODAP. Service sur urbanisme. Tout à fait. Et il y a un autre acteur aussi qui est important. Et bon, il faut pas toujours arrêter, il faut des fois sortir du politiquement correct, c'est la SNCF. Donc la région a déjà entre guillemets, une expérience de travailler en commun avec la SNCF. Oui, c'est pas toujours évident. Il faut. Quelqu'un avait dit à un moment donné qu'il fallait faire bouger le mammouth. Donc, bon, je n'irai pas jusque-là, mais bon. Dans la SNCF est un service public. Donc, dans le mot service public, il y a le mot service. Il y a le mot public, certes, mais il y a aussi le mot service. Donc, il faut améliorer le service. Voilà. Donc, il y a, au niveau de la SNCF, à faire bouger certaines habitudes, certaines façons de faire. Alors, la région essaie de le faire des fois de façon docile, de façon calme, des fois de façon plus énergique. Donc, voilà. Moi, j'ai confiance dans le partenariat avec la CAPB, donc pour faire bouger également la SNCF à ce niveau-là. Donc, comme l'important, c'est de passer au-delà des discours et des actes, de passer aussi à l'action publique, donc prochainement, donc, il y a une première réunion globale, donc d'abord entre les services de la région et de la CAPB, et ensuite entre les élus, donc pour démarrer un travail concret, donc au niveau des horaires et au niveau des tarifs. Donc cette réunion a lieu le 11 octobre. Donc voilà. Pour rejoindre Florence, on est en marche sur ce dossier-là. Voilà. On est en marche et on va essayer d'avancer. Merci Agnès Sainte-Marie. On n'a pas eu de réponse concrète, mais on a compris qu'il y avait une réunion importante. C'est un travail en partenariat, donc il va être mené. Voilà, donc, une table ronde déjà décidée pour réfléchir aux tarifs et surtout aux concordances horaires qui pourraient servir l'ensemble de la population du Pays Basque intérieur. Donc maintenant, je tends le micro un peu au public. Voilà, il y a déjà une main qui se lève, bravo. Et peut-être on va redemander à Monsieur Baudry, tiens, venez me rejoindre, Monsieur Olive, parce que je pense que les questions seront pour vous. Peut-être il y en aura aussi pour Damien, pour Romain, que je remercie, pour Michel Ossafray, bien sûr, qui est là encore, Michel Dendarieta. Voilà, bienvenue, Monsieur Baudry. Si vous voulez rajouter quelque chose, je peux même vous donner un micro. Il y en a un qui a disparu. Mais... Alors. Vous m'entendez là? Alors. Bonjour. Je vais parler un peu moins fort. Oui, quand Michel m'avait invité, m'avait dit, écoute, il y a une journée très importante dans la vallée, je souhaite que tu y sois. Je lui avais dit, je serai là. Et c'est vrai que la journée, c'est un peu compliqué, c'est pour ça que je suis arrivé en retard, donc je tiens à présenter mes excuses. J'avais un mariage à 14h15. J'étais loin de penser que je serais là à 15h30. Mais ma foi, la route, ça roulait très bien aujourd'hui. Pardonnez-moi, j'ai peut-être été un peu vite. Michel m'avait demandé de venir pour être un peu le témoin des ateliers d'Asparin, parce que, je le rappelle, je suis là au titre du fait qu'avec Chantal Couhering, adjointe au maire d'Andaille, j'avais animé les ateliers d'Asparin avec toi, Florence, madame la députée. Et c'est vrai que dans ces ateliers étaient ressorties des choses très fortes. Et je pense que dans l'invitation de Michel, il y avait un petit côté coquin. Mais ça, je l'apprécie beaucoup. C'est qu'il savait qu'aujourd'hui, j'allais entendre de très belles choses. Et ne serait-ce que la présence de Claude ici démontre bien que les ateliers d'Asparin ont été entendus et qu'aujourd'hui, au-delà du papier, de ce que l'on avait couché sur le papier, aujourd'hui, on est déjà dans, je ne dis pas dans l'action, parce que c'est vrai qu'il y a la réflexion avant l'action, mais la présence de Damien, quand Claude, tout à l'heure, tu as présenté tout ce que vous avez dit, mais je crois que c'est tout ce qui ressort des ateliers. Des élus qui ont peur de voir leur commune se désertifier.
Et c'est légitime, et je crois qu'il faut se battre contre ça. Et on sait très bien que la mobilité, c'est l'un des grands moyens justement de pouvoir maintenir et de développer la population, l'économie, puisque les entreprises ne viennent qu'à partir du moment où on peut quand même se déplacer facilement, le tourisme, et pour l'agriculture, évidemment, c'est excessivement important. Donc, je m'en félicite, Claude. Alors c'est vrai que je rectifie un petit peu, à la communauté d'agglomération, le vice-président en charge de l'habitat, on en parlera plus tard, aujourd'hui ce n'est pas la journée, et évidemment, avec Claude, dans le cadre du syndicat donc, des transports, j'essaierai de t'apporter, Claude, toute mon aide au président que tu es, mais je sais que tu es très motivé et que les choses vont aller, j'allais dire, le mieux possible, avec les moyens du bord, avec l'argent du bord aussi. Mais je voudrais vous apporter un témoignage. Tout à l'heure, on parlait du transport scolaire, et Damien, il sait très bien ce que j'en pense. Bassus-Sari, quand vous allez vers Bayonne, le premier bouchon que vous trouvez, le gros, Ustari, ça ralentit un peu, allez. Mais Bassus-Sari, on est bloqué. Lorsqu'il y a les vacances de la Toussaint, toutes les entreprises ne se sont pas arrêtées pour autant. Certaines s'arrêtent, mais elles sont très peu à s'arrêter. Eh bien, vous passez sans problème à Maignan. C'est une démonstration comme quoi, peut-être avec l'outil qu'il faudra mettre en place, on pourra économiser sur les infrastructures que l'on veut faire. Parce que quelquefois, c'est peut-être un meilleur usage, j'allais dire, de ce que l'on met en place qui permettra d'économiser. Alors c'est vrai que la tâche est difficile, parce qu'il va falloir convaincre les parents, et ça je puis vous en parler en connaissance de cause. Quand j'entends dire chez moi, oui, mais vous savez, il y a des risques dans les bus, mon fils pourrait éventuellement dormir un peu plus tôt, un peu plus le matin. Bon, quelque part, il va falloir qu'on se bouge quand même, hein. Il y a du boulot à faire de ce côté-là. C'est vrai, il va falloir que les parents se motivent. Et Claude le sait, je lui disais, il va falloir aussi que les principaux des collèges deviennent un peu raisonnables dans les sorties. Parce que quand vous voyez que vous avez des sorties à 15h, 15h15, 15h30, 15h45, Claude, tu n'auras jamais les moyens de mettre un bus derrière toutes ces sorties. Donc à un certain moment, il va falloir que tout le monde joue le jeu. Donc ce que je vous dis là, qui est valable pour Bassus-Sari, c'est valable pour tout le monde de toute manière. Peut-être à une échelle différente. Simplement pour vous dire qu'il y a effectivement un gros travail à faire. Je me souviens que l'on avait parlé fortement du plan de déplacement, hein, qui évidemment va prendre son temps avant d'arriver, mais évidemment ce plan de déplacement concerne l'ensemble du Pays Basque, et vous l'avez entendu tout à l'heure, Claude a été très clair à ce sujet. Merci Monsieur Baudry, vous pouvez rester là si vous voulez, et on va prendre quelques questions du public, ou remarques, ou témoignages. Alors on vous écoute. Bonjour, Stéphanie Mariaxia pour l'association Bissi Barnet-Caldé. Donc moi c'est un témoignage puisque nous avons mené entre l'année 2016 et 2017, à cheval sur les 2 années, une enquête sur les transports en Pays Basque intérieur. Donc une enquête papier qui était surtout autour de Garassi, notamment à la gare, et une enquête internet également. Et je peux vous livrer quelques résultats, sachant que voilà, il y a des choses dont on a déjà parlé. Bon, déjà, juste pour une information, l'âge médian des personnes qui ont répondu à l'enquête, c'est 39 ans. Les personnes globalement insatisfaites de l'offre en matière de transport en Pays Basque intérieur, ça représente 88,3%. Pour ce qui est de la ligne de train, donc Bayonne-Garassi, les personnes insatisfaites, 63,6%. Par rapport justement aux tarifs, notamment, donc tarifs non abordables pour 69% des personnes interrogées. Les horaires, bien sûr, on en a beaucoup parlé, donc ça revient systématiquement, donc des horaires qui ne sont pas adaptés aux travailleurs pour beaucoup de gens. Nous avons demandé aux gens quel serait le tarif qui leur semblerait abordable justement pour cette ligne, donc depuis Bayonne jusqu'à Garassi. Et le prix médian proposé est de 5 €. Juste une information comme ça. Alors qu'aujourd'hui, il est de 10 €. Un peu plus de 10 €, oui. Et pour les cars interurbains, donc il y a 54% de personnes qui se montrent insatisfaites des services proposés, et notamment au niveau des horaires. C'est la même chose, et puis des correspondances. Et par contre, là, pour les tarifs, 78,7% des personnes satisfaites des tarifs des cars interurbains. On a posé des questions quant aux alternatives qu'ils aimeraient voir avoir comme proposition. Voilà. Les navettes interurbaines fréquentes, plus de 3 par jour, 80,8% des gens. En second, covoiturage organisé
pour 76,5% des personnes. Des pistes cyclables sécurisées pour 72,3% des personnes, parce que bon, pistes cyclables, bien, mais sécurisées pour des gens qui veulent les emprunter avec des enfants, notamment pour aller à l'école, voilà, ça pose problème quand elles ne sont pas sécurisées. De l'autostop encadré pour 51%, et pour les petits trajets scolaires, on avait abordé aussi la question des pédibus. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, le pédibus, voilà, c'est pour vraiment des petits trajets encadrés par des adultes. On va chercher les enfants chez eux à pied. Et donc, voilà. Et ça, apparemment, il y a 26,5% des gens qui seraient intéressés, mais sachant que beaucoup répondaient qu'ils ne se sentaient pas concernés, parce que soit ils n'avaient pas d'enfants, soit voilà, ils étaient trop grands. Alors, en gros, donc, pour en revenir aux principaux commentaires, donc effectivement, les horaires, ça revient. Pour le train, il y a eu un problème aussi au niveau des bus de substitution. Il y en a eu beaucoup cette année. Et au train, voilà. Et donc, ça pose beaucoup de problèmes pour les gens qui avaient des correspondances, notamment, qui ne pouvaient pas les assurer. Enfin bref, ça a été apparemment... Il y en a qui étaient très énervés par rapport à ça, parce qu'ils ont estimé qu'il y en avait beaucoup. Pour les lignes de cars interurbaines, on a été assez surpris. Il y a plein de gens qui ne les connaissent pas. Donc, est-ce qu'il y a un problème de communication? Parce que là, franchement, on a plein de gens qui disent « Ah bon, il y a des cars, il y a des interurbains, ben non, on les connaît pas, etc. » Donc ça nous a vraiment étonnés. Travail de communication à faire. Ouais, là, franchement, on était... Voilà. Et puis voilà, et puis il y a tout ce qui est sécurité à vélo, sont les principaux points qui reviennent. Donc pour revenir juste aux horaires, donc le principal point dont on a beaucoup parlé déjà, avec BICI, on est en contact avec des personnes qui travaillent justement à la gare de Garassi et qui font remonter des propositions depuis plusieurs années, notamment par rapport aux horaires. Et donc, ils mettent à disposition des personnes qui sont intéressées des propositions très, très, très concrètes d'horaires, vraiment étudiées de par leur expérience, etc. Et donc, s'il y a des gens qui sont... Parce que le représentant ne pouvait pas être là aujourd'hui, le cheminot, voilà, et il m'a dit que si des gens étaient intéressés par ces propositions concrètes, je pouvais prendre leurs coordonnées. Et je pense que c'est des informations importantes à faire passer à la région avant la réunion du 11 octobre. Tout à fait. Avec la CAPB. Justement, deux choses. Est-ce qu'on pourrait avoir accès à votre enquête ou est-ce qu'elle est top secret? Ah, elle est top secret. Non. On l'a. Pareil, vous à ce moment-là. Faire passer au service chez moi la mobilité. Je crois que Jean-Pierre, parce que j'ai reçu son document, Jean-Pierre Etchegaray a des propositions sur les horaires très concrètes parce qu'il y a beaucoup travaillé et notamment avec des gens de la SNCF puisque c'est un ancien de la SNCF. Mais tout est bon à prendre. Moi, si ça vous fait rien, on est preneur. Merci. En tout cas, c'était un témoignage important parce que ça vient aussi d'une autre vallée, de Saint-Jean-Pied-de-Port. On a beaucoup parlé de cette vallée-ci, du de Banca-Urepel, Saint-Étienne-de-Baïgoury. Et c'est important que cette enquête arrive là, à ce moment-là, pour aussi qu'elle soit prise en compte par la CAPB. Merci en tout cas de ce témoignage. D'autres remarques, questions, profitez-en tant que les élus sont là. Bonjour à Arguicho et Arturuti. Je voulais savoir si la navette qui est utilisée localement est adaptée aux personnes à mobilité réduite. Alors, Michel Ossafrin, tu peux t'approcher aussi pour répondre aux questions. Peut-être viens devant avec nous. Il y aura aussi des questions pour toi. Alors... Alors la question, elle était destinée ici à Kintuamugi. Aujourd'hui, pas trop, et on est en train d'essayer d'adapter à ce que les gens à mobilité réduite puissent l'apprendre. En tout cas, c'est une préoccupation importante aussi. Oui. D'accord, oui. C'était... OK. Merci. D'autres questions, remarques? Alors, on va le parler dans le micro, juste pour l'enregistrement. Est-ce qu'une autre navette dans le sens Baïgoury, par exemple Garassi, est envisageable? Alors, à qui pouvons-nous poser la question? Au président du syndicat des mobilités. Alors aujourd'hui, madame, on va essayer de faire vivre celle-là et de la faire vivre correctement. Ce qui va nous amener dans le terme des réflexions que vous a présenté tout à l'heure Damien Duhamel. C'est voir la possibilité de proposer
peut-être si on a une lisibilité autre chose en termes de navette ou pas, ou du covoiturage. Enfin, on va essayer, en toute manière, je pense que vous l'avez compris sur l'exposé de Damien et sur ma prise de parole, c'est qu'aujourd'hui, on n'est pas venu juste faire un petit coucou dans la vallée, dire allez, on va regarder votre navette. On a vraiment une volonté forte de développer le transport sur toutes ses formes. Alors, est-ce que ce sera une navette supplémentaire ou un covoiturage véritablement organisé? Moi, je pense que c'est une piste qu'il faut regarder très fortement, parce que quand vous devez vous croiser quelqu'un qui monte de Bayonne et quelqu'un qui descend et que vous faites coucou, que vous êtes un par voiture, voilà, il y a plein de choses à faire. Parce qu'on ne pourra pas mettre un bus partout, mais en tout cas, je peux vous dire que la volonté du président du syndicat, accompagné de tous ceux qui en font partie, c'est de venir et répondre à une préoccupation. Ça sortait très fort dans l'enquête au début des ateliers d'Asparin, du transport dans le monde rural. Je posais cette question, j'en rajoute un petit peu, parce que il y a 40 ans, moi, il y a plus de 40 ans que je suis ici, il existait donc des bus qui allaient essentiellement le jour de marché à Garassi, mais pas simplement pour le marché, mais pour les services médicaux, etc., rendez-vous, courses, etc. Et à l'époque, il y a 40 ans, il y avait le lundi, effectivement, 2 navettes le matin de bus et 2 navettes le soir. Entre-temps, effectivement, la voiture individuelle s'est multipliée. Et on a assisté à la naissance d'une génération ravie d'avoir une voiture individuelle. Et actuellement, effectivement, c'est un petit peu un retour, je ne dirais pas en arrière, mais un retour à une étude justement de mode c'est pour ça que je posais cette question, de transport en commun. Bon, évidemment, on n'aura pas les bus de Montlon ou les bus de Garacochea d'autrefois, de 50 personnes pleins 2 fois le matin et 2 fois le soir. Mais justement, à plus petite échelle, une navette, il faut se dire que démographiquement, ici, il y a quand même une population vieillissante qui, à partir d'un certain moment, ne prend plus la voiture et est à la merci de demander à des amis, de ci, de là, de les accompagner pour un rendez-vous. Et ça se multiplie. Il y en a beaucoup. Je peux vous faire une confidence, madame? Oui. Je vais vous en faire une. Il y a 60 ans, un peu plus, sur l'agglomération, il y avait 2 trambus, tramways, le BAB et le BLB. Il y a 70 ans, 60-70 ans, on a tout pété. Et oui, pour la voiture. Pour la voiture. Aujourd'hui, on met 130 millions d'euros pour créer 2 trambus, 2 lignes. On va pas refaire l'histoire, madame. C'est comme ça. Elle est faite. Quand je passe sur le BAB et que je me dis, mon Dieu, si on avait gardé ce tramway, on n'aurait plus rien à faire et peut-être qu'on aurait ce tramway qui serait plein et qui fonctionnerait. Voilà. On va tout regarder, madame, bien sûr. Mais ce n'est pas revenir en arrière. C'est essayer d'adapter aujourd'hui un mode de transport, quel qu'il soit d'ailleurs, aux besoins d'aujourd'hui. Oui, et regarder vers l'avenir. Claire, d'abord? Oui, Claire Vincent. Juste, Bernadette, excuse-moi, mais ça corrobore un peu les résultats de l'enquête. Il existe une navette en fait mise en place par le Conseil général, c'est la prolongation Saint-Palais-Saint-Jean-Pied-de-Port qui existe de Saint-Jean-Pied-de-Port à Saint-Étienne-de-Baïgorry. Mais effectivement, elle n'est peut-être pas très connue et surtout, elle est à la demande. Et bon, peut-être que les gens n'ont peut-être pas cette habitude d'anticiper ou voilà. Donc je ne sais pas si elle fonctionne très bien effectivement et si elle est très connue. Il faut réserver. La navette, c'est la ligne 810 en fait. Cette ligne 810, 2 personnes qui l'ont commandée et à lieu de rendez-vous, la navette n'est pas venue. Ok, il y a des choses à améliorer. Attendez. C'est ce qu'on aura géré très bientôt. Voilà. Pour le moment, on peut dire c'est les autres, c'est pas nous. Ce que je peux vous dire, c'est que depuis que je suis arrivé, mon responsabilité, il y avait des possibilités de place dans ces fameux bus du Conseil général, qui étaient des places vides qu'on a mis à disposition. Je veux dire, ça fait partie aussi des petites choses, du petit caillou qu'on met à chaque fois et qu'on essaye de répondre. Ça a été une demande pressante de votre maire de Banca. On y a répondu tout de suite parce que ça me paraissait d'abord cohérent. C'était idiot de faire circuler des bus avec des places vides, mais comme c'était des bus interurbains, il ne fallait pas qu'ils montent dedans parce que, bon, bref, voilà, tout ça c'est des bêtises. Il faut qu'on réfléchisse ensemble et qu'on avance ensemble. Donc on a ouvert ces places-là. Allez, on va tout regarder, madame.
Claire, oui, j'avais une question par rapport au train, puisque j'ai pendant 7 années fait les allers-retours de Saint-Jean-Pied-de-Port à Bayonne pour aller travailler. J'essayais de prendre le train le plus régulièrement possible. La question est de savoir si on peut mettre le vélo dans le train. Alors, de temps en temps, c'est possible, mais quand il y a les pèlerins, on ne peut même pas s'asseoir dans ce train pour rentrer le soir. Donc, c'est un problème aussi pour développer justement la multimodalité. C'est de pouvoir prendre le train sur les bus, le vélo dans le bus ou dans les trains. Écoutez, ça fera partie de nos discussions, mais je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas mettre des vélos. Nous, on a mis en place une navette fluviale où on a pensé à pouvoir y mettre des vélos. Parce que sinon, si vous arrivez en vélo d'un côté d'une berge et que vous ne pouvez pas traverser parce qu'on vous dit c'est à cause du vélo, ça peut être assez... voilà. Bon, tout ça, ça regardez. Allez, on a tout ce travail-là à faire, ça ne nous avait pas échappé. Puis au niveau du train, il y aura des choses à regarder aussi. Quand on a pris le train avec mon collègue Christophe pour aller à Bayonne interroger Jean-Pierre Etchegaray, à l'aller, il y avait 2 wagons, presque vides, et au retour, il n'y avait même plus de place pour s'asseoir. Heureusement qu'on nous a autorisé à nous mettre à l'arrière, dans la petite cabine du chauffeur, parce que sinon, on ne pouvait même pas monter dans le train avec Jean-Pierre Etchegaray, alors qu'on avait prévu l'interview et qu'on avait l'autorisation. Comme quoi ça fonctionne. Voilà, donc je pense qu'à force de regarder... Il y avait une question de Jojo, puis après Denis, et après une dame. Ah, la dame d'abord, on commence par la dame. C'est la même chose un peu, je reviens sur la question de Bernadette. Il y a un truc que je ne comprends pas. Vous allez prendre le train à Aroussa. Pourquoi est-ce qu'on ne va pas le prendre à Saint-Jean-Pied-de-Port? C'est le même kilométrage et ça ferait une navette pour Saint-Jean-Pied-de-Port. Pourquoi est-ce que c'est le même kilométrage? De Baïgori, sauf qu'on ne passe pas à Ieralde, etc. De Baïgori à Saint-Jean-Pied-de-Port, c'est pareil. Là, on a le train et on a Saint-Jean-Pied-de-Port. Alors, Michel. L'objectif, c'était de prendre le train au plus court. Voilà. Donc, pour ici, du coup, ça raccourcissait les délais. Combien de... disons qu'aujourd'hui, ce qu'il faut dire par rapport au train, c'est un élément supplémentaire. Sur l'efficacité, on rentre de Saint-Martin-d'Arossa en 40 ou 45 minutes à la gare Saint-Esprit, donc à l'intérieur de Bayonne. Je pense que c'est concurrentiel par rapport à tout ce qu'on puisse faire. Et donc, plutôt que d'aller à Saint-Jean, d'Arossa à la vallée, c'est plus rapide. C'était ça. Voilà. On est toujours pressé aussi, il y a cette question aussi. On donne le micro à Jojo pour une question et après à Denis. Oui, alors on a beaucoup parlé, c'est normal, de la navette ici sur Urepel à Arossa. Est-ce que ce n'est pas les mêmes questionnements et les mêmes besoins qu'il y a aussi dans d'autres zones rurales? Je pense à la Soule, donc, bien sûr. Et notamment la Haute-Soule, à Micoussé. D'autres vallées aussi. Est-ce que donc il y aura une répercussion un peu sur ce questionnement plus général du Pays Basque intérieur? Bien sûr, cher monsieur, je crois que Damien l'a dit, on va tout regarder sur tout le territoire parce que c'est cela dont il s'agit. On est ici aujourd'hui parce que voilà, il y a des initiatives ici qui ont été prises, ils ont peut-être un petit coup d'avance, ils n'ont pas attendu qu'on vienne leur proposer des choses, ils ont fait naître quelque chose, ils ont impulsé quelque chose et puis nous on est arrivé après et on essaye de reprendre tout ça et de la mener au mieux et de pouvoir le conforter. Effectivement, on ira en Soule comme on ira partout parce qu'il y a une préoccupation générale sur le territoire. Donc, vous dire qu'on va répondre de même partout, ce serait vous mentir. Je n'ai pas envie de vous mentir. Donc, on va regarder partout. Partout, on va pouvoir venir et amener des solutions. On amènera des solutions. C'est un travail de longue haleine. Il y a quand même plus d'un an que vous avez monté cette affaire-là, Michel, ici, dans la vallée. Ce n'est pas simple. C'est de la volonté de quelques-uns. C'est de la volonté aussi de quelques chefs d'entreprise locaux qui voulaient trouver quelques solutions. Mais moi, d'abord, je suis très humble par rapport à ça parce que c'est quand même un boulot qui est pas... Ils n'ont pas attendu que ça tombe du ciel ou que ça vienne, tiens, la nouvelle agglo est là, ça y est, on va demander. Non, ils avaient anticipé bien avant. Donc voilà, bien sûr qu'on regardera la Soule comme on regardera toutes les autres parties du territoire. On donne je voulais juste compléter. Ouais, d'accord, Florence Lasserre. Cette histoire de navette en Soule, effectivement, c'est comme sur plein d'autres territoires, c'est demandé. Mais c'est aussi demandé, c'est ce qu'on a travaillé avec Claude, c'est aussi demandé en ville. Sur Anglette, par exemple, on a essayé de mettre en place des navettes entre les quartiers.
c'était compliqué. Ce qu'il ne faut pas perdre de vue, je trouve en ce moment, au moment où tout coûte cher et l'argent public se fait rare, il ne faut pas chercher des solutions navettes forcément. Il y a énormément de choses qui existent aujourd'hui, à nous de les lister, à nous de regarder ce qui fonctionne, de les mettre en place et de vous les proposer et de vous les communiquer au mieux. Il y a, je suis sûre, tous les jours des gens qui font des navettes tout seuls dans leur voiture. Je pense que ces gens-là, on peut aller les voir, on peut leur demander si on peut s'organiser avec eux pour mettre d'autres personnes dans leur voiture. Parce que de toute façon, le trajet qu'ils font dans leur voiture, ils continueront de le faire. Donc cette navette-là, potentielle, elle existe déjà. Ne pas forcément attendre que le syndicat mette en place des navettes partout, parce que ça, on n'aura pas les moyens de le faire. Et autre chose, il y a énormément d'expérimentations qui se font ailleurs sur d'autres territoires pour aller de porte à porte, c'est-à-dire de sa maison à son travail ou de sa maison à sa piscine ou je ne sais quoi. Il faut qu'on regarde vraiment ce qui se fait ailleurs et qui marche bien. Voilà. Merci Florence. On donne la parole à Denis au fond. Bonjour, Denis Vincent. Je vais me présenter sous ma double casquette. Je suis directeur adjoint du lycée agricole à Saint-Jean-Pied-de-Port, qui représente 120 élèves et donc une centaine de familles. Mais aussi, je suis trésorier de l'association des parents d'élèves du lycée de Navarre et du collège La Citadelle. Et ce matin, nous avons eu une AG et nous avons réitéré le problème. Donc, le lycée de Navarre, c'est à peu près 400 familles et le collège La Citadelle, c'est à peu près 250 familles. Et donc, toutes ces familles-là, qui représentent, je ne sais pas, je n'ai pas fait le compte, mais à peu près 700 familles, sont, et là je répondrai au début de ce qu'a dit M. Baudry, sont pris en otage par la SNCF. C'est-à-dire que nous, ici, on ne peut pas commencer les cours le lundi avant 9h, parce que le train arrive à 9h, et que le vendredi, il repart à 16h, et donc il faut qu'on finisse les cours à 16h. Et donc ça veut dire qu'on perd 1 heure par rapport aux autres structures scolaires qui sont notamment en ville, on perd 1 heure le lundi et 1 heure le vendredi. Ça veut dire qu'il faut gratter ces heures-là sur le temps de midi, et donc c'est les principaux de collège, quand on fait les emplois du temps, donc ça devient très compliqué. Et vous avez sûrement entendu qu'on a pas mal bougé au collège de la Citadelle, donc en juin-juillet, pour obtenir ces classes qu'on nous fermait. On a obtenu l'ouverture des classes, enfin on n'a pas obtenu, le principal a ouvert la classe contre l'avis de l'inspection, mais en attendant, c'est tous les aides personnalisées, etc., tout ce que l'on fait le midi qui a été supprimé pour trouver les fonds. Et donc aujourd'hui, c'est là où je reviens vers M. Baudry, la SNCF, pour ces quelques familles, je dirais, il y a peut-être une centaine de familles qui viennent de la côte, et contre les 600 familles locales, nous on est piégés et on aimerait bien que la SNCF bouge là-dessus. Ça fait quand même 3 ans qu'on est en négociation avec la SNCF et on ne voit pas où ça en vient. Mais ça prouve bien, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'à un certain moment, mais ça Claude le verra, qu'il faudrait qu'il y ait un tour de table avec la présence effectivement des principaux des collèges et lycées. Voilà, ça aussi c'est prévu. Remarque Christophe? Question? Oui, juste une petite remarque. On a beaucoup parlé d'améliorer les déplacements, de les regrouper. On ne parle pas de les réduire. Je veux dire par là, on est amené à faire énormément de déplacements, principalement par rapport au travail, pour des services administratifs, pour des services publics qui sont de moins en moins disponibles dans les zones rurales. Je crois que même si ce n'est pas dans son travail et la commission qui travaillera sur le déplacement, à un moment donné devra travailler peut-être avec les chambres de commerce, avec les installations d'entreprises. On travaille sur améliorer le déplacement à l'entreprise, mais peut-être qu'on peut essayer aussi de le réduire et bien se rendre compte que plus les services publics s'en vont des zones rurales, plus le déplacement est nécessaire. Très bonne remarque aussi. Tout à l'heure, Damien en a parlé un peu sur l'amélioration des centres-bourgs, tout ça. Ça s'appelle l'aménagement du territoire dont vous venez de nous parler, mon cher monsieur. Donc, effectivement, ça fait partie des réflexions sur les aménagements qu'on peut faire en termes de centre-bourg, et c'est l'aménagement du territoire. Après, là, on rentre dans un champ qui n'est pas tout à fait simple, parce qu'il y a plusieurs acteurs qui nous dépassent, qui sont la Poste, qui sont toutes ces grandes entreprises à connotation nationale qui ont déserté. À Anglet, moi j'ai des bureaux de poste qui ferment. Moi, à Anglet, j'ai monté un poste communal. À Anglet, 41 000 habitants, monsieur. Vous m'entendez? Alors, imaginez Anglet,
Et j'imagine ici, dans le monde rural, aux Aldudes. Chez moi, ils n'ont pas hésité à me dire, écoutez, si vous ne faites pas l'effort d'y mettre vos services municipaux, nous on ferme le rideau. Alors, j'imagine chez vous. Donc voilà, c'est pas simple ce que vous dites, mais c'est à regarder. Ça fait partie de ces aménagements de centre-bourg pour éviter les déplacements. La CCI, pour voir si on peut y fixer ces entreprises. Moi, je peux juste rappeler une chose et saluer ce qui a été fait ici. Hein. C'est parti d'une entreprise locale. Hein. C'est parti... cette navette est partie de l'idée d'une entreprise locale que tout le monde connaît ici dans la vallée, qui fait travailler beaucoup de monde, avec bien sûr les élus locaux qui ont emmené tout ça. Il faut tout regarder, monsieur. Tout. C'est une vue d'ensemble. La mobilité ne se gère pas que du côté du petit prisme de la mobilité. Il y a tout, et notamment l'aménagement du territoire. Damien Duhamel et juste pour terminer, il y a aussi tout l'accompagnement qu'on peut faire auprès des entreprises. Ça aussi, ça fait partie de notre travail, d'expliquer aussi aux entreprises comment on peut les aider à faire en sorte que leurs salariés se déplacent mieux, voire se déplacent moins. Notamment parce que, par exemple, une mesure très concrète qui peut être mise en place, c'est dans certaines entreprises, le truc tout bête, de mettre une cafétéria en place le midi, vous avez 2 déplacements en moins dans la journée qui vont se faire parce que les gens vont finalement faire le choix de rester sur place et de profiter d'une installation qui sera mise à disposition. Voilà aussi le genre d'intervention que l'on peut avoir en accompagnement auprès des entreprises. Par rapport, oui, il y a également ce que j'allais voilà, le télétravail. Le télétravail pour parfois une journée, une demi-journée, ou enfin une journée dans la semaine peut tout à fait aussi s'envisager et c'est des mesures très concrètes d'accompagnement que l'on peut faire auprès des entreprises pour pouvoir, encore une fois, mieux se déplacer, voire moins se déplacer. On fait, pour aller dans le sens de ce que dit Damien, on fait aussi des plans de déplacement d'entreprise. On a signé un avec Turbo, on est en train de travailler avec l'hôpital de Bayonne. Turbo, c'est 1700 emplois. L'hôpital de Bayonne, c'est 3000 emplois. On va aussi s'intéresser à Dassault, c'est entre 900 et 1000 emplois. Donc, vous savez, je ne vais pas revenir à l'ancien temps, mais je veux faire plaisir à madame. Autrefois, quand vous passiez dans les villes et les villages, il y avait tout le monde qui attendait au bord de la route le bus pour partir chez Dassault ou chez Turbo. Alors il y avait les Bayonnais qui avaient le sac bleu rayé de blanc et les Biarros qui avaient le sac rouge rayé de blanc. Mais c'est vrai ce que je vous dis. Aujourd'hui, moi je suis maire d'Anglet, j'ai l'usine chez moi, j'ai 900 bagnoles qui viennent tous les jours. J'ai 900 bagnoles qui viennent toujours. Il n'y a plus de bus. Voilà. Parce que tout le monde a une bonne excuse. Ah, je ne prends pas le bus. Ils ont arrêté les bus parce que ce n'est pas qu'ils ne voulaient plus les payer ou que vous n'avez pas envie de mettre de bus. C'est que plus personne n'était dans les bus. Parce que tout le monde dit « Ah mais moi je vais prendre ma voiture parce que je vais rentrer plus tôt, je vais faire un bon de sortie, je vais poser la demi-journée, j'ai besoin de partir. » On a tous une bonne excuse. Tous une bonne excuse. Donc voilà. Allez, vous vous rendez compte qu'aujourd'hui... quel chantier. Je voudrais conclure. Quel chantier. Mais vous avez compris aussi qu'en face de vous, vous avez des élus qui ont tellement envie de résoudre les problèmes bien qu'on va s'y mettre et qu'on va s'y mettre ensemble parce qu'il n'y a qu'ensemble qu'on y arrivera. Oui. En tout cas, vous pouvez compter sur notre détermination à tous. Et puis moi, je vais être obligé de vous quitter parce que j'ai d'autres obligations chez nous. Non, on est venu à 4, on a fait du covoiturage. Je vais pas dénoncer, mais nous, on a fait du covoiturage. J'en connais d'autres qui n'ont pas fait du covoiturage. Donc, on va en profiter pour remercier d'abord les organisateurs. Bravo pour cette table ronde. Bravo, CPIE. Bravo, Aïba. Bravo, le CPIE. J'ai vraiment envie... Je sais qu'elle n'est pas avec nous en ce moment parce que c'est le mariage de son frère, donc elle avait une excuse tout à fait valable pour ne pas être avec nous. Mais des grands applaudissements pour Priscilla, qui est la chargée de mission mobilité ici. Bravo aux élus qui se bougent, c'est vrai. Bravo aux citoyens.